L'agroécologie, ça tombe bien parce qu'on a un grand représentant de l'agroécologie ici, et on a pas mal d'autres personnes qui la pratiquent à différents niveaux. On va commencer par donner la parole à... Ah tiens, on va le mettre tout de suite à l'aise. On va donner la parole à Guy-Michel Desmartins, agriculteur. Moi, j'aime bien le qualifier d'inventeur, et on va voir s'il assume le rôle. Bonjour à tous. Donc Guy Michel Desmartins, je suis agriculteur au sud de Sens sur une exploitation bio de 140 hectares. Dans ma recherche agronomique, c'est la recherche de l'autonomie sur mon exploitation. Donc je fais pas mal de choses innovantes, comme la fabrication de compost, la plantation des haies, la recherche d'auxiliaires. Et surtout, j'ai approché l'année dernière le ruban vert, qui est représenté par Claire ici, sur une démarche innovante qui est le sème au bord. Le sème au bord, c'est quelque chose qui se fait déjà un peu dans l'Aube, la Marne, la Seine-et-Marne. Et c'est mettre en place un couvert pour la biodiversité dans nos plaines. Et ce qui est innovant, en fait, c'est qu'on ne va pas le mettre dans les champs, on ne va pas prendre de la surface chez l'agriculteur, mais on va le mettre sur le chemin. Donc le chemin qui est une emprise foncière communale et qui est du coup utilisé sur des chemins de 6 mètres, c'est ça la partie technique. On va en mettre une largeur de 1 mètre de large où on va mettre en place un couvert. Donc voilà, je pense qu'il y a un PowerPoint à mettre en route. Dis ce que c'est qu'un couvert, pour ceux qui pourraient douter de ce que c'est. Le couvert, c'est l'inverse du désert. Donc là, pour bien le montrer, vous allez voir des fleurs. Clairement, on met en place des couverts fleurs, mais avec plein d'espèces différentes pour apporter de la biodiversité au milieu de nos plaines. Voilà. Mais on va commencer avec le PowerPoint qui le voilà. Qui reprend toute la partie, donc le volet environnement du département que Claire va présenter. Ensuite, on verra une vidéo sur nos travaux et je finirai sur la présentation du pilote de l'année dernière. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis Claire Tutenuy, présidente du Ruban Vert. Il faut que je me rappelle ce qui est sur la charte, qui est une association, comme son nom l'indique, pour les continuités écologiques et plus précisément pour la matérialisation des trames vertes. Là, vous voyez la carte que vous ne voyez pas très bien, montre ce que la grande trame verte nationale, en fait, elle en montre 2. Ce qui est en vert, les espèces de grands rubans verts, c'est la trame verte forestière. Et ce qui est en jaune, c'est la grande trame verte de migration des oiseaux, des grues, que vous voyez pour la plupart tous, puisqu'on est dessus. Et donc, vous voyez tout en haut en rouge le nord de Lyon, et ces deux grandes continuités qui rejoignent le Jura et la Manche, ou plus précisément le parc des forêts du nord de la Bourgogne et la forêt de Fontainebleau. Donc on est sur ce trajet. Et puis il y en a un autre qui monte vers le nord et qui monte vers les Ardennes. Vous voyez le numéro 12 et le numéro 15, c'est l'annexe de la loi Grenelle. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on fait? Parce que c'est des terrains, bien sûr, il y a les forêts que j'ai citées, mais comment on fait dans l'intervalle? Et le ruban vert se travaille à comment on fait dans les intervalles, là où il y a des cultures, des villages, des petits bosquets, des routes, des autoroutes, etc. Et donc on travaille avec les différents acteurs des territoires, que ce soit les communes, les personnes et les agriculteurs, pour essayer de mettre en place des haies, des restaurations de mares, des restaurations Et on est extrêmement fiers que Guy Michel soit venu au ruban vert en disant on pourrait faire un truc ensemble, et c'est Sémobor. Donc voilà, les 2 segments de la trame verte, je vous les ai montrés. Le SCOT et la trame verte. Donc le SCOT, il a repris la trame verte, bien sûr. Et vous voyez, mais il a repris la trame verte de façon... Le schéma de cohérence territoriale. Donc qui est l'intermédiaire entre les plans locaux d'urbanisme et le grand schéma régional de développement. Et donc qui a été voté il y a 2 ans, je dirais, par le PETR, vous avez déjà dit aujourd'hui, par tout ce nord de Lyon, qui est l'ancien arrondissement de Sens, et que préside Nicolas Sauret. Donc ce document a matérialisé toutes ces petites continuités vertes, et vous en voyez qui sont bien vertes, qui existent à peu près, et puis vous en voyez qui sont en pointillés, et là c'est des continuités à restaurer. Alors quand les continuités à restaurer passent dans des champs agricoles, ce qui leur arrive assez régulièrement, la question se pose de ça veut dire quoi? Et donc
Ça veut dire quoi? Remettre de la biodiversité, de la continuité écologique à l'intérieur de zones agricoles qui pourtant sont vouées à normalement, pour que la France, les écosystèmes et la nature migrent avec le changement climatique, il faudrait que ça soit des zones écologiquement sympathiques, riches, agréables, etc. Et donc voilà, dans ce questionnement un peu permanent et réflexion avec différents acteurs, les agriculteurs ont évidemment un grand rôle à jouer et certains le font sur leur preuve. L'agroécologie est évidemment une réponse. Et en attendant l'agroécologie, ou comme petit matin, quelqu'un a dit petit matin tout à l'heure, un petit matin de l'agroécologie, eh bien on va dire que c'est Semobor. La tribu digitale, le booster de votre reconversion professionnelle. Mercredi 6 septembre, aux alentours de Saint-Valérien, proche de Sens, nous nous sommes rendus sur une exploitation agricole pour assister au relevé de la biodiversité de l'opération Semobor, un programme entamé en mars 2023, organisé par l'association Le Ruban Vert. Guy-Michel Desmartins, agriculteur participant à l'opération, nous explique en quoi consiste le Semobor et revient sur la mise en place du projet. Le Semobor, c'est le principe de semer une bande de 1 mètre sur l'emprise du chemin, d'un chemin rural, qui fait 6 mètres de largeur à l'origine. Donc on va semer sur le bord du chemin une bande de 1 mètre là c'est des fleurs, mais de couverts pour enrichir la biodiversité. Ça permet d'agrémenter et de créer des couloirs écologiques sur des plaines aujourd'hui qui, après moisson, peuvent être désertiques. Pour pouvoir mettre en place ces fleurs, il a fallu qu'il y ait un travail du sol en amont. L'idée c'est de mécaniquement ouvrir le sol, casser les régras une première fois, une deuxième fois au mois de mars, une troisième fois en avril pour vraiment faire des faux semis, on appelle, c'est pour enlever donc tout ce qui va être les plantes estivales et mettre en place les fleurs fin avril, début mai. Donc ils sont arrivés tardivement et les premières floraisons sont arrivées sur début juillet. Et là on est début septembre, ça n'arrête pas de fleurir et on a des mélanges qui s'expriment vraiment fort où tous les 15 jours on a des nouvelles espèces qui apparaissent. Ça avait du mal à partir, assez froid. Enfin bon, alors on a des saisons qui sont un peu compliquées, où on a du chaud là où on ne devrait pas en avoir, on a du froid là où on ne devrait pas en avoir. Donc ça a été compliqué à mettre en place. Mais une fois développé, on se retrouve vraiment avec des belles bandes riches, vraiment en couleurs et en fleurs. Et en insectes aussi. Donc un inventaire sera fait par le Ruban Vert pour les pollinisateurs et auxiliaires qui sont présents sur ces bandes. Un projet qui a bien germé, amenant beauté et biodiversité sur les chemins ruraux autour de Saint-Valérien. Pour en savoir plus sur les actions de l'association Le Ruban Vert, rendez-vous sur leur site internet www.lerubanvert.net. Donc voilà, c'est bien présenté déjà, comme ça, le plus gros effet. Donc pour refaire court, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment fédérateur entre les habitants, les agriculteurs et aussi le monde de la chasse, parce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup en Seine-et-Marne et qui est poussé par les fédérations de chasse. Voilà, donc on peut bien souligner l'intérêt pour la biodiversité. Ensuite, donc, je peux présenter le pilote, la suite. Donc on a mis en place il y a 5 km de couverts qu'on a fait donc, avec 11 mélanges. On a suivi un protocole vraiment rigoureux pour essayer de trouver des mélanges d'espèces qui peuvent correspondre aux souhaits de la demande et puis surtout de la réussite. Donc on peut voir par exemple des linéaires qui ont été fleuris sur le secteur de mon exploitation agricole. Donc voilà, on peut voir la suite. Donc tout ça c'est le pilote qui a été suivi avec le Ruban Vert. Il y a un naturaliste qui est passé, qui a fait un inventaire. Donc voilà, on a essuyé 20% d'échecs qui est dû à des espèces pérennes qui ont été compliquées à mettre en place. Donc on va réessayer cette année de persévérer sur nos échecs. Non, de réussir à passer. Pas persévérer sur les échecs. Non, pas rester sur un échec, de ne pas rester sur un échec. Voilà.
Et aussi, chose sympa, on a réussi à en mettre en bord de route aussi comme ça, et ça a été très fortement apprécié par les balades, les gens à vélo qui s'arrêtaient pour faire du bouquet. Oui, parce que l'un des sujets, en fait, au-delà de la biodiversité, l'idée c'est de ramener la biodiversité, de ramener des couloirs de biodiversité, et on pourrait facilement vous opposer que ce sont des bandes fleuries avec des espèces qui ne sont pas forcément indigènes, endémiques. Il y a aussi un aspect de séduction qui rentre dans la démarche. Voilà, pour que ça soit fédérateur et que ça plaise à tout le monde et au grand public, il faut que ça se voit. Donc la réponse de dire, par exemple, broyons plus les chemins, laissons pousser l'herbe sur les chemins, ça ne va pas plaire à grand monde, déjà au monde agricole. Premier, les promeneurs ne vont pas forcément apprécier. Effectivement, ça sera sauvage et couvert, mais ça ne va pas être apprécié par la plus grande majorité. Le fleurissement fait que ça devient visuel, et on voit que cette zone, du coup, devient un intérêt, et qui n'est plus une zone de passage où on va venir l'écraser avec des machines, où on ne va pas venir le broyer, l'agriculteur n'a plus à le broyer, n'a plus à l'entretenir, et le bord du champ devient une zone à biodiversité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne prend pas sur la surface de l'agriculteur, donc on n'impacte pas l'agriculteur, et c'est vraiment les communes qui en supportent l'implantation. Tu m'avais aussi fait part au début de cette tentative. On a eu beaucoup d'échanges sur cette oui, initiative. On n'a pas toujours été d'accord. Exactement, on n'était pas forcément d'accord sur tout, mais c'est souvent, c'est pour ça qu'on aime bien parler ensemble. L'un des objectifs était aussi d'éviter la tentation de certains agriculteurs de déborder avec un peu d'herbicide en direction des chemins pour être sûr de ne pas avoir de plantes adventices, c'est-à-dire toutes les plantes non souhaitées dans la culture, jusque dans la culture. Et toi, ça faisait vraiment partie de tes motivations. Là, ce qui est sympa, en fait, c'est qu'on oblige, dans le dialogue, bien sûr, l'agriculteur à respecter la bordure du chemin. En échange, il a pu à l'entretenir, donc on évite sa dérive, on évite l'entretien du chemin, on rend attractif la plaine, parce que, bon là, il n'y a pas de photo, mais quand on est vraiment sur des centaines d'hectares où il n'y a que le chemin fleuri en plein milieu, c'est assez criant. Ça plaît vraiment, et visuellement il devient important, et on peut le sanctuariser. Et l'idée, en fait, c'est sur un programme de 4 à 5 ans, arriver à créer l'habitude de ne plus entretenir cet espace, à moi de le laisser fleuri assez en conséquence pour que ça soit vu, et qu'au bout des 5 ans, l'évolution, c'est de ne plus y toucher. Oui, c'est une étape. C'est une étape. C'est une étape. C'est un petit peu, alors, en complément, tu peux répondre ou Claire, en termes de biodiversité, vous avez surtout visé les butineurs à la base. Le comptage qui avait été fait, c'est que sur un chemin classique sans le sème au bord, on a 5 à 6 espèces d'insectes volants. Alors, on n'a pas été dans le sol. Et avec le sème au bord, on est plutôt entre 50 et 60, quoi. Donc 10 fois plus. 10 fois plus d'espèces présentes dans la plaine. Et quand on sait que 70% des insectes mangent d'autres insectes, pour l'agriculteur, c'est du piège auxiliaire. Alors, ça reste qu'une bande, ça va sur les 20 mètres sur le côté. Effectivement, ça n'ira pas aider toute la plaine. Mais ça ramène un attrait dans la plaine. Et moi, qui suis agriculteur, qui passe mes journées dans les champs, je trouve ça vraiment sympa d'avoir visuellement quelque chose à regarder dans le paysage. Très bien. J'aurais juste faire réagir Claire pour l'aspect purement biodiversité. Donc, cette démarche qui vise à favoriser d'abord les insectes volants compense pour vous le fait d'avoir retourné le sol et d'avoir quelque part un peu dérangé la faune, la vie du sol. Oui, non, mais... C'est un chemin qui est quand même... vous les connaissez, c'est les chemins où il y a 2 ornières. C'est le bas-côté. Quand on a vu à quoi ressemblait le travail du sol, il n'y avait pas beaucoup de vie du sol parce que c'est pas des... Certes, il est entretenu par l'agriculteur de temps en temps, mais on ne voit pas qu'il y pousse grand-chose souvent. Donc, c'est très caillouteux, très très souvent. Et donc, ce n'est pas un endroit de biodiversité, même quand il est laissé à lui-même sans qu'il ne se passe rien. Donc, on apporte vraiment quelque chose. Après, bien sûr, là, on s'est un peu focalisé dans les inventaires sur les insectes, mais on a essayé plusieurs mélanges, dont certains plus fleuris, certains plus mellifères, etc. Et on pense que c'est aussi bon pour la petite faune micro-mammifère, etc. Donc, que normalement, si on arrive à un certain volume, on doit pouvoir avoir quelque chose qui ressemble à un auxiliaire de culture, sachant qu'évidemment, un bout de chemin sur une parcelle de 10 hectares, ça ne fait pas grand-chose, mais
dans la poursuite de nos rêves, il pourrait presque y en avoir en intraparcellaire. Mais ça, c'est l'étape d'après pour certains agriculteurs. Il me semble qu'il y a des aides de toute façon pour avoir ce genre de pratique en intraparcellaire aujourd'hui, en mesure agroécologique et climatique. Donc voilà, c'était tout. Merci pour cette conclusion. On va continuer alors. Merci Michel. Je vais donner la parole à Marie-Océane, qui est conseillère en agroécologie notamment, qui a de multiples casquettes et arboviticultrice. Expliquez-nous ce que c'est. Non, je dis viticultrice diversifiée, histoire de copier les maraîchers. En fait, j'essaye parce que c'est pas évident, puisque je suis en appellation Bourgogne-Côte-Chalonnaise. Je suis dans le secteur de Givry, Mercurey, pour ceux qui connaissent un peu les appellations de la côte. Je suis à Saint-Jean-de-Vaud, très précisément, et j'ai eu le bonheur, en n'étant pas du tout du monde agricole, d'acheter 2 hectares d'un seul tenant. 2 hectares avec des zones humides dessus, de la haie, et 1 hectare de vigne à l'abandon depuis un certain nombre d'années au moment où j'achète la parcelle. Donc le choix a été fait d'arracher la parcelle puisque plus du tout productive, et puis l'idée c'était de partir d'une page blanche pour essayer de mettre en place les enseignements que je donnais au centre de formation pour apprentis à Beaune. Donc la base du concept, c'est de réussir à faire un 2 hectares pleinement autonome et complètement détaché justement de la non-biodiversité et du voisinage. Je suis à 100 mètres d'une rivière, donc je suis aussi en connexion à la ripisylve par des haies, par des chemins. Donc la ripisylve, c'est la petite bande boisée au bord de la rivière qui crée une biodiversité merveilleuse et qui est aussi le milieu de vie naturel de Vitis vinifera. Donc l'idée, c'était de reconnecter un petit peu le milieu naturel de la vigne à la culture de la vigne. Et donc pour ce faire, j'ai maintenu les haies, j'en ai réouvert une partie, et puis j'ai laissé certains très grands éléments au milieu de ma parcelle. Donc j'avais un saule marceau merveilleux, un petit chêne qui s'est développé, beaucoup de pruneliers. L'idée pour moi, c'est d'essayer de diversifier au maximum ma culture, maintenir une couverture de sol le plus possible, mécaniser le moins possible. Alors pour ce faire, j'ai été assez stratégique, j'ai acheté un tracteur que je pouvais réparer moi-même. Donc un Renault de 30 chevaux de 1948. Comme ça, je suis sûre qu'avec 30 chevaux, je ne peux pas faire trop de bêtises. Et ça limite ma capacité de mécanisation, mes profondeurs et mes capacités de bouleversement du sol. Donc pourquoi viticulture diversifiée ? C'est parce que j'avais envie de ne pas être en juxtaposition de monoculture comme c'est très souvent le cas en viticulture. On a tendance à faire des bandes d'autres choses au milieu de la vigne, histoire de justifier de la polyculture. Là, l'idée vraiment, c'est d'enlever le métal de la parcelle. Donc je retire les fils en fait, et je fais un système à l'échalas comme en côte rôtie, où en fait chaque pied est autonome et a son propre piquet pour le maintien de la croissance. Au pied de chaque cep, j'ai 2 pieds de thym pour maintenir un brouillage électromagnétique. Alors je m'explique, je suis en phytothérapie agricole, qui est une technique qui a une grille de lecture de l'état de santé du sol, de la plante, du vivant en général, par une double grille de lecture qui est le pH, potentiel hydrogène, et l'acidité du sol, grosso modo. Alors, ça, c'est très caricatural que de dire que c'est l'acidité du sol. C'est la charge protonique du sol. Et alors, oui, mais je pense que les gens comprennent mieux. En fait, oui, mais c'est pas assez fin. En fait, c'est l'électricité, c'est la charge plus de l'électricité qu'on va mesurer en prenant le pH. Et le potentiel redox, qui lui va être la charge moins en fait de l'électricité. Et comme ça, par une double grille de lecture des plus et des moins, on arrive à comprendre un petit peu les zones de santé, les perturbations, etc. Et on voit assez rapidement dans quelle case de ce référentiel électromagnétique vont les produits de synthèse. Je vous laisse découvrir ça. Éric Petiot a mis en place la technique. Et puis, ces derniers temps, le CIRAD se l'est réapproprié. Donc, CIRAD, je suis désolée, je n'ai pas l'acronyme, peut-être, Marc. Centre international de recherche agronomique pour le développement. Ok. Et donc la recherche. La recherche fondamentale est en train de s'approprier cette technique et la développe. Donc il n'y a pas que
que des paysagistes farfelus qui s'y sont mis. Donc le thym est dans ce qui fait une espèce de brouillage qui dit je suis en bonne santé. Et globalement, les pathogènes, c'est comme n'importe quoi, comme un lion dans la savane, il ne va pas aller attaquer un organisme en bonne santé. Le lion, la lionne en l'occurrence, quand elle chasse les malades ou les vieux. Donc ce après quoi elle peut courir. Bon, les petits, oui, mais en fait, voilà. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que les champignons, les bactéries, les virus fonctionnent exactement de la même façon. Ils ne vont jamais aller attaquer un organisme en bonne santé. Vous le savez, on pourrait avoir quelqu'un qui a la grippe dans la salle, on ne va pas tous l'avoir demain. Donc voilà, l'idée c'était d'aller travailler cette façon-là de faire de l'agriculture. Non plus de faire, j'ai une maladie, je sors une molécule chimique en réponse aux symptômes que ça m'évoque. Mais je vais chercher à comprendre pourquoi j'ai ma maladie, quel est le déséquilibre de base et essayer de rééquilibrer ce déséquilibre. Donc là, d'un coup d'un seul, on est aussi obligé de sortir toute l'armada de l'agroécologie, la haie, la couverture intégrale et une certaines raisons au niveau de l'usage des pesticides. Donc je le dis sans me cacher, j'ai des pratiques agricoles qui sont illégales, puisque normalement, en produit de protection sanitaire pour une culture quelle qu'elle soit, on est obligé d'utiliser un produit qui est dans la liste positive des produits qu'on a le droit d'utiliser. S'il n'est pas dans la liste, il est de fait interdit. 95% des produits naturels que j'utilise, donc l'extrait fermenté d'ortie est légal, c'est beau, mais c'est un engrais, donc c'est pas un produit phytosanitaire en soi. Mais mes extraits de consoude, mes purins de prêle, enfin voilà, tout ce que je fabrique par moi-même, par la cueillette et par la transformation que je fais à la ferme, eh ben, je m'en sers pour traiter, ce qui me permet d'avoir une viticulture avec des rendements. Vraiment, j'y tiens. Avec 35 hectolitres à l'hectare, j'arrive à ne pas mettre du tout de soufre et à mettre moins de 400 grammes de cuivre sur l'année. Excuse-moi, 35 litres à l'hectare, en comparaison de conventionnel ou de bio. Qui, en fait, au maximum, de toute façon, on est limité par le cahier des charges, ou en Bourgogne, moi, je n'ai pas le droit de faire plus de 67 hectolitres à l'hectare, mais pour faire un vin de qualité, entre 35 et 40, c'est déjà bien, si on veut faire un vin qui soit agréable. Et donc, voilà, et tout est sorti pour essayer de faire le plus équilibré possible. Et donc, je flirte avec la densité et des charges pour rester dans l'appellation, pour si j'ai besoin de faire quand même un peu de rentabilité, pour pouvoir vendre des raisins à d'autres. Donc j'ai descendu la densité de plantation à 5000 pieds à l'hectare. En comparaison En comparaison à 10 000, donc un pied tous les mètres, tel qu'on le voit d'habitude en Bourgogne classiquement. Donc j'ai diminué par 2 fois la présence de la vigne pour me permettre d'avoir d'autres cultures à l'intérieur. Donc un peu de maraîchage dans certains coins qui sont les moins humides, un petit peu de céréales dans d'autres, avec du coup des toutes petites barres de coupe construites pour pouvoir faire les récoltes. Et puis un système de poulet de chair sur le cycle hivernal qui n'est pas encore mis en place, mais qui sera mis en place prochainement. Et une houblonnière en brise-vent sur la partie haute de la parcelle. Voilà, donc quelque chose qui essaye de ramener de la vie végétale, de la vie animale, tout en tentant de, comme on dit, pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc si d'aventure, j'ai un échec avec la phytothérapie, ça peut arriver, on a le droit d'échouer, eh bien je ne mets pas mon atelier en danger, puisque j'ai d'autres possibilités d'avoir une forme de pérennité économique sur la ferme. Et puis pour l'instant, je suis seule, surtout sur la ferme, donc ça ne met que moi en péril. Le modèle économique, c'est de la vente directe, c'est quoi ? Le modèle économique, c'est effectivement au maximum de la vente directe ou de la vente... ça dépend des produits, mais tisane, mélange à fumer, vin, ça peut aussi passer par des petits détaillants. Voilà. Après, le tout, c'est de se mettre d'accord sur un prix de vente maximal, puisque moi, il y a ça qui est hyper important pour moi. Je trouve que malheureusement, en Bourgogne, on commence à ne plus pouvoir boire le vin qu'on produit chez nous. Et donc, j'ai mis en tout cas, j'ai 80% de la gamme où il y a un plafond à 15 € avec une consigne sur la bouteille où je vous rends la TVA. Enfin, non, vous ne paierez pas la TVA sur la prochaine bouteille que vous achèterez, puisque bien sûr, il est très bon. Merci beaucoup, Marie-Océane. Ça va être le moment de faire parler Thierry Desvaux. Je crois que ça va être cet ordre-là, pour raconter un petit peu ce que c'est que Cep de Bord, ce projet au nom étrange. Et puis je crois que vous aurez d'autres choses à nous dire.
Donc Thierry Desvaux, oui, je suis paysan à Bligny-en-Othe, à côté de Brinon, donc à 20 km d'ici, dans un assolement commun qui s'appelle la Cèpe de Bord, qui a été créé il y a une quinzaine d'années. Et puis, donc voici mes collègues, sachant que 2 d'entre nous partons à la retraite actuellement, Yves et moi-même. Et donc après une installation conventionnelle, je me suis rapidement aperçu que mon système, qui fonctionnait bien économiquement, avec beaucoup de travail du sol, avec beaucoup d'engrais, beaucoup de chimie, trouvait des limites dans ma tête. Et le révélateur a été la perte de matière organique, la perte de fertilité des sols. Et je me suis dit, je ne suis pas dans un système durable, mais qu'est-ce que je peux faire tout seul? Donc j'en ai parlé à mes voisins qui sont éleveurs. Et puis on a décidé de partir ensemble dans une nouvelle aventure, un assolement commun, c'est-à-dire qu'on a créé une nouvelle ferme. On a aujourd'hui, donc nous étions 7 sur 820 hectares, donc ramené par individu, ça fait pas énorme. Et puis il a fallu définir quel type d'agriculture on voulait effectuer. Donc on a été sensibilisé à ce moment-là par une agriculture qui nous a aussitôt séduite, c'est l'agriculture de conservation des sols. Donc on n'y connaissait rien, mais on s'est dit, voilà, on a l'avantage d'être un collectif, on aura des économies de charge, puisqu'on n'a plus qu'une seule moissonneuse au lieu d'en avoir 4 ou 5, également pareil pour l'ensemble du matériel. Et donc on est parti à la recherche de formation, à la recherche de partenaires techniques pour approfondir ces nouvelles pratiques. Aujourd'hui, en 2024, je suis très fier d'être paysan, d'arrêter même ma vie de paysan. Fier parce que pendant 15 ans, avec ces nouveaux systèmes de culture, je me suis épanoui. J'ai retrouvé du sens à mon métier. J'ai redonné de la vie à mon sol. J'ai régénéré le sol. Et ça, je vais vous le montrer. Et les résultats économiques sont bons. Le challenge de travailler à plusieurs a été réussi. Et puis, on répond à un certain nombre d'attentes sociétales. Et puis surtout, on répond aux enjeux de demain, à savoir prioritairement le changement climatique, les problèmes d'énergie, les problèmes d'eau. Donc, pour cela, j'éprouve une certaine sérénité et aujourd'hui, ça a une grande valeur. Donc, l'agriculture de conservation des sols, qu'est-ce que c'est? C'est en priorité copier la nature, donc couvrir le sol en permanence. Donc, dès qu'on a récolté, on sème à couvert, le jour même. On veut que le sol soit tout le temps couvert pour capter l'énergie gratuite, l'énergie lumineuse, produire du carbone, produire de l'azote. Donc, on couvre le sol en diversifiant les cultures, c'est le 3e pilier. Diversifier les cultures intermédiaires, donc beaucoup d'espèces dans les couverts végétaux. On a replanté des haies. Aujourd'hui, mon fils a un gros programme d'agroforesterie. Et puis, le 3e pilier, c'est limiter le travail du sol. Donc, l'idéal, c'est le semi-direct sous couvert végétal. Mais pour les cultures de printemps, on gratouille légèrement. Gratouiller, ça veut dire gratter 3, 4, maximum 5 cm. Mais on préférerait ne pas le faire. Que la vie du sol allait vraiment dans les premiers centimètres du sol. Donc l'agriculture de conservation des sols, elle est marginale en France. Mais on verra dans la dernière slide que pas au niveau mondial. Elle représente environ 4% des agriculteurs. Et pourtant, elle répond à un grand nombre d'attentes et de challenges que l'agriculture va avoir à effectuer. Elle est majoritaire en France ou dans le monde?
Non, elle n'est pas majoritaire du tout. On est à 4% en France. Hein. Mais dans le monde, on verra tout à l'heure qu'elle est beaucoup plus importante. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les fondamentaux de l'agriculture de conservation. Et pour ça, je vais m'appuyer sur des données scientifiques que j'ai récupérées beaucoup avec Jean-Pierre Sartou, hein, qui est un professeur à l'ENSAT et qui est également chercheur à l'INRAE. Et donc, ENSAT, École nationale. Ouais, supérieure de, je ne sais plus, hein, c'est une école supérieure d'agronomie, quoi. Hein. D'accord. Juste pour préciser à tout le monde dont tu parles, et puis l'INRAE, l'Institut national de recherche agronomique et écologique. De recherche, ouais. Donc, diapositive suivante. Et donc, on part sur le challenge le plus important aujourd'hui dans le monde, c'est la perte des sols, l'érosion. Ici, on en parle peu, hein, parce qu'on a quand même des régions assez favorables. J'interviens beaucoup en Afrique, hein, dans le cadre d'une association Paysans sans frontières. Je travaille sur les pratiques agroécologiques et l'érosion, c'est leur problématique majeure. Cette érosion, elle consiste à avoir des sols arables, hein, des particules soit d'argile ou d'humus qui partent à la mer, l'équivalent de 26 milliards de tonnes par an. Et avec ça, tout ce qui part à la mer par an, on pourrait recréer 7 millions d'hectares sur 30 cm de surface arable. Donc l'origine de cette érosion, c'est la déforestation, bien sûr, mais c'est surtout le travail du sol. Le travail du sol accentué par beaucoup d'engrais, beaucoup de produits chimiques, et donc forte perte de porosité, donc de macroporosité, hein, celle qui est créée par les vers de terre en particulier, de mésoporosité, celle qui est créée par tous les autres insectes du sol, tels que les nématodes. Et on a également une perte de micro-biodiversité, micro-porosité également. Et j'aime bien devant les élèves, parce qu'on reçoit environ 200 personnes sur la ferme par an, hein, agriculteurs et élèves, et j'aime bien leur faire ce test, le SLEC test, où on met dans une corbeille un petit grillage, une motte de terre d'une parcelle voisine, d'un sol travaillé, et puis à côté, celle en agriculture de conservation, il y en a une qui se délite et l'autre qui se maintient. Donc ce maintien, il est dû essentiellement à une stabilité structurale, due à une bonne porosité et due, diapo suivante s'il vous plaît, et due à beaucoup de colle, hein, de colle biologique, hein, et notamment la glomaline issue de nombreux champignons qu'on a dans nos sols. Vous voyez sur la droite, hein, que l'agriculture de conservation a beaucoup de champignons par rapport aux autres systèmes. Et vous voyez l'abondance des vers de terre dans nos sols. Hein. Encore lundi dernier, devant 24 élèves de première de la Brosse, on a dénombré une vingtaine de vers de terre. Et donc c'est ce qui est visuel. Juste préciser que sur la photo de droite, c'est du mycélium de champignons, qu'on ne voit pas des racines de plantes. C'est ça? Ça, c'est du mycélium de champignons. Ouais, ouais. Donc, suivante, s'il vous plaît. Donc, rapidement, juste pour dire que cette agriculture de conservation du sol, qui est mise en avant aujourd'hui au niveau mondial, elle est elle a plus de faculté à s'adapter au changement climatique en résistant aux sécheresses, parce que le fait d'augmenter la teneur en matière organique, d'augmenter la biomasse microbienne, l'activité microbienne, on stocke plus d'eau. C'est ce qu'on appelle le réservoir utile des sols. Et donc c'est accentué par toute la vie microbienne du sol. Diapo suivante. Un sol couvert n'a pas d'évaporation, ou beaucoup moins. Ainsi, en agriculture de conservation des sols, en plein été, on perd environ 4 mm en une semaine, alors qu'en agriculture conventionnelle, hein, avec travail du sol,
on perd 4 mm par jour. Ça fait donc 28 mm en une semaine, et vous allez dire à quoi ça sert. Mais avec 25 mm d'eau, on peut créer 1 tonne de matière sèche. Et donc créer de la matière sèche, c'est apporter de la vie au sol, c'est apporter de la matière organique, apporter de la fertilité du sol. S'adapter au changement climatique, c'est pas mal. Ce qui est encore mieux, c'est de l'atténuer. Et donc l'agriculture de conservation des sols revendique être en capacité à atténuer le changement climatique. De quelle façon? Essentiellement en stockant du carbone dans les sols. On crée beaucoup de matière organique, beaucoup d'humus, donc beaucoup de carbone. À la cèpe de bord, donc on a été évalué, on stocke en moyenne 1,2 tonnes de matière organique par hectare et par an. Et pour cela, nous allons être rémunérés par le stockage carbone, et on passe par une association qui s'appelle l'APAD, Association pour la promotion d'une agriculture durable, et qui va nous permettre une rémunération pour ce paiement pour service environnemental. Donc, le plus important, c'est de ne pas travailler le sol et d'apporter beaucoup de biomasse. Donc, on a la chance d'avoir des associés qui sont éleveurs, et ça y contribue. Suivante. Donc, atténuer le changement climatique, c'est émettre moins de gaz à effet de serre, donc moins de CO2, moins de N2O, moins de CH4. Il y a des débats sur les quantités de N2O qui sont... Ouais, il faut que je te dise ce que c'est que... Protoxyde d'azote, méthane ou dioxyde de carbone. Méthane, voilà. Mais tout le monde connaît. Hein. Et donc aujourd'hui, d'après la dernière ligne, le potentiel de réchauffement global net de l'agriculture de conservation, seulement après 5 à 10 ans, parce que plus on augmente dans le temps, plus on est performant, elle est d'environ 30% supérieure à celle de l'agriculture conventionnelle. Suivante, s'il vous plaît. Donc, meilleure préservation de l'environnement. Donc, on utilise encore de la chimie. On ne fait plus d'insecticides. Les fongicides, on en fait le moins possible. Les insecticides, parce que certes, on va peut-être détruire les ravageurs qui, à un instant T, nous dérangent, mais en même temps, appliqués au sol, ils ont un effet néfaste, et ça, on n'en veut pas. Les fongicides, certes, ça va peut-être limiter une propagation de maladies, mais le fongicide qui tombe au sol, il va détruire ce qu'on parle, les ifs mycorhiziens, et qui sont ô combien nécessaires à la vie du sol. Donc, par contre, au niveau herbicide, on n'a pas réussi à baisser suffisamment, et c'est notre challenge. Suivante. Donc, la productivité, c'était un choix... Quand on a décidé de travailler ensemble, on s'est dit on veut une agriculture qui reste productive. On veut produire mieux, mais on veut produire. C'est un choix. On n'a pas fait le choix de l'agriculture biologique. Et la productivité, je dirais qu'elle est meilleure en situation de stress. Quand il y a des gros stress hydriques, de par le réservoir utile qui augmente, on est résistant quelques jours, quelques semaines de plus. Par contre, une année où tous les éléments sont favorables, notre niveau de productivité sera inférieur à l'agriculture conventionnelle, mais on s'en fiche, parce que ce qui compte, c'est l'excédent brut d'exploitation, et par les économies de charges sur l'ensemble des charges dites opérationnelles et des charges de structure, on est toujours bien placé. Et donc, aujourd'hui, on a une meilleure stabilité des rendements en agriculture de conservation. Et donc, ce qui fait qu'on est beaucoup plus résilient face au changement climatique. Et pour terminer, donc, il faut savoir s'évaluer quand on parle d'un système. Et donc, il y a beaucoup d'évaluations qui ont été faites. On en a fait à la cèpe de bord. Là, il y a encore des évaluations qui montrent que sur... les services écosystémiques tels que le biocontrôle des ravageurs, préservation de la biodiversité, séquestration du carbone, fertilité des sols, contrôle de l'érosion, purification de l'eau, régulation des crues, on est excellent, 7 sur 8. Et puis dans la deuxième évaluation multicritère, la conclusion de Chabert et Sartou 2020, c'est que l'agriculture de conservation, c'est le meilleur potentiel
pour lutter contre l'antagonisme entre productivité et performance environnementale. Ça veut dire on arrive à produire en protégeant. Et dernière, et voilà les chiffres au niveau mondial. Donc on est à 205 millions d'hectares d'agriculture de conservation dans le monde. Donc ça c'est en 2019. Et regardez les chiffres de la progression en 10 ans seulement, en 10 ans. Et regardez un petit peu les nouveaux arrivants dans ce type d'agriculture qui est considérée par la FAO comme vertueuse. On voit des 600% en Asie et en Russie. Donc l'Asie, c'est l'Inde et la Chine, l'Indonésie également. Et la Russie et l'Ukraine qui se mettent à produire de cette façon-là. Et donc voilà, je suis fier aujourd'hui de promouvoir un petit peu cette agriculture alternative qui est performante et qui répond à beaucoup d'attentes. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé. Alors pour préciser, voilà, vous l'avez mentionné, vous faites encore appel aux herbicides et c'est votre nouveau challenge. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire le seul reproche, grosso modo, qu'on peut faire à l'agriculture de conservation des sols telle qu'elle est majoritairement pratiquée, c'est l'usage encore des pesticides, dont le glyphosate principal. Et c'est vrai que sur les 580% d'augmentation de production en ACS en Asie, c'est quand même extrêmement glyphosaté et pas forcément sous couvert végétal. C'est un enjeu intéressant parce que ça repose aussi sur des informations qui datent d'avant 2020, autour du glyphosate. Et aujourd'hui, on découvre seulement maintenant, comme je le disais ce matin, avec des études qui datent de septembre 2023, par exemple, qui indiquent que les glyphosates et ces métabolites nuisent à la productivité des sols et aux écosystèmes. Donc il y a une démarche qui est favorable, mais en fait des découvertes qui sont un peu tardives et qui challenge les gens qui les pratiquent, en fait, ces choses-là. Mais bravo, en tout cas, c'était une belle conversion. Marc Dufumier, j'imagine que vous avez des choses à ajouter et à préciser. Alors, j'aurais envie de dire l'agroécologie, en ce qui me concerne, ma façon de le définir, ce n'est pas une pratique agricole ou un ensemble de pratiques agricoles qui serait opposable ou comparable à l'agriculture biologique, à l'agriculture de conservation, à l'agroforesterie, à la permaculture et ce genre de choses. C'est-à-dire, il faut considérer l'agroécologie comme une source d'inspiration qui a des bases scientifiques, et c'est ça dont je vais parler, et qui justifie qu'un certain nombre de pratiques qui ont été évoquées, là moi je suis un peu donneur-leçon, le théoricien, j'en conviens, je n'ai pas la pratique, mais de démontrer qu'il y a des fondements scientifiques à les choses qui viennent de vous être présentées. Et évidemment, les enjeux, vous les connaissez, je vais passer très vite, nourrir correctement, durablement l'humanité tout entière. Il y a une question de volume dans les pays déficitaires, et chez nous, c'est plus une question de produire mieux ce dont on est excédentaire, et produire peut-être plus ce dont on est déficitaire, les protéines végétales dont on parlait tout à l'heure. Et puis, effectivement, il faut atténuer le réchauffement climatique, il faut évidemment s'adapter au dérèglement climatique, un climat de plus en plus aléatoire. Enfin voilà, il y a des enjeux que vous connaissez, on ne va pas les rappeler. Et comment, pour faire ça, comment peut-on concevoir une agriculture, enfin des formes d'agriculture qui relèvent le plus possible de cette agroécologie scientifique? Alors je dirais que dans notre alimentation, c'est d'abord les calories, les protéines, les vitamines, les minéraux, etc. Mais les calories, les 2200 kilocalories que vous mangez tous les jours pour ne pas avoir faim, et ceux qui n'ont pas ça souffrent de la faim, c'est le ventre qui tenaille, et ils ne trouvent pas l'énergie pour la dépenser au travail. Bonne nouvelle, ça nous vient du soleil. Et on m'a raconté qu'il n'y avait pas de pénurie de rayons du soleil avant des milliards d'années. Je vous suggère que nous soyons capables de promouvoir des formes d'agriculture qui vont faire un usage intensif à l'hectare de cette ressource gratuite, renouvelable, pléthorique, les rayons du soleil. Alors vous l'avez compris, je parle bien d'agriculture intensive, parce que moi, l'agriculture extensive, s'il faut encore étendre les surfaces cultivées, aux dépens de la forêt amazonienne, aux dépens de la forêt de Bornéo, aux dépens de la forêt congolaise, alors moi, je suis contre l'agriculture extensive. Et puis ces poulets de bas de gamme dont on parlait là ce matin, qui sont élevés avec du soja brésilien, on dit que c'est un élevage intensif. En fait, c'est extensif, parce qu'il exige énormément d'extension, sauf que c'est au Brésil. Alors on arrête ce cirque, s'il vous plaît. On va promouvoir une agriculture intensive qui fait l'usage intensif de ce qui est gratuit, renouvelable, pléthorique, les rayons du soleil. Alors vous l'avez compris, ça a été évoqué tout à l'heure, couverture végétale, le fameux couvert. Tous les rayons du soleil doivent tomber désormais sur des feuilles vertes et non plus sur le sol. Donc là, effectivement, association de culture, ça a été évoqué, entre les rangées de vignes, je crois que vous mettez beaucoup de choses. On fait tout pour que les rayons du soleil ne tombent pas sur terre, mais tombent sur des feuilles vertes capables de transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire. Alors vous êtes au courant que cette énergie,
Elle prend la forme d'hydrate de carbone, de molécules carbonées, on va dire, c'est le glucose, c'est le saccharose. Attention, ça peut être l'alcool, mais avec modération. Ça peut être aussi les lipides, des molécules carbonées. C'est-à-dire que l'énergie, la partie énergétique de notre alimentation, ce sont des molécules carbonées. La plante a impérativement besoin de carbone. Où la plante trouve-t-elle le carbone pour fabriquer, avec l'énergie solaire, ces molécules carbonées? Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Alors je vous pose la question. Y a-t-il pénurie de gaz carbonique dans l'atmosphère? Non, il y en a trop. Alors je vous suggère que nous fassions un usage intensif à l'hectare de ce gaz carbonique. La plante va prendre le carbone, va libérer l'oxygène. Ça ne fait pas de mal à nos poumons. Et avec ce carbone, va fabriquer évidemment les glucides, les saccharoses, le glucose, etc., les lipides, l'huile de colza, l'huile d'olive, l'huile de tournesol, etc. En plus, ça peut même fabriquer de la paille, ça peut fabriquer des racines qui, si ça se décompose bien après récolte, de l'humus, et ça séquestre du carbone dans le sol. Au service environnemental, qui mérite d'être rémunéré, ça a été dit. Hein. Il faut rémunérer le service environnemental qu'on séquestre du carbone. Moi, je demande à l'agriculteur à quel prix. Là, c'est vraiment pas que pour lui. Alors, ça sera pour lui, parce que la stabilité structurale et ce genre de choses. Mais je suis pour qu'on fasse un usage intensif de ce gaz carbonique, sauf que vous l'avez peut-être compris. Ben, pour faire un usage intensif de ce gaz carbonique, fabriquer les hydrates de carbone et autres, c'est la gestion de l'eau qui est délicate. Parce que le gaz carbonique, pour rentrer dans la plante, il rentre dans la plante par des petits trous. C'est les petits trous par lesquels la plante transpire. Et vous savez que la plante, plus il fait chaud, plus il fait sec, plus il y a du vent, plus elle transpire. Mais voilà, le problème, c'est que il nous faut boire tout de suite, sinon on se déshydrate. Mais la plante, elle a un avantage sur nous, c'est que si elle manque d'eau à boire dans le sol, elle peut momentanément arrêter de transpirer. Elle ferme les orifices par lesquels elle transpire pour ne pas se déshydrater. Ah oui, mais elle vient de fermer les orifices par lesquels le gaz carbonique rentrait et l'oxygène ressortait. Donc oui, il faut impérativement faire en sorte que même quand il y a une canicule, il y ait de l'eau en réserve dans le sol pour que la plante puisse continuer de transpirer. Alors évidemment, on peut mettre plutôt des cultures d'hiver. J'avoue que l'histoire des bassines, hein, c'est pourquoi a-t-il fallu introduire du maïs et des cultures d'été dans un pays, sachant que vous savez que sous les tropiques, hein, la saison chaude, c'est la saison où il pleut. Chez nous, la saison chaude, c'est là où il pleut le moins. Alors effectivement, c'est pas que le maïs exige beaucoup d'eau, mais la tonne produite par rapport au blé, mais il l'exige au mauvais moment. Donc évidemment, il va falloir qu'on gère nos rotations, nos assolements, ça a été évoqué un peu, les rotations longues, etc., avec sans doute plus de cultures d'hiver, moins de cultures d'été, mais ça n'exclut pas toutes les cultures d'été, puisqu'il va falloir faire des rotations longues et diversifiées. Mais allons-y, il faut que toute l'eau de pluie, la seule qui nous est donnée gratuitement, on va faire un usage intensif à l'hectare, sauf qu'on sait que ça nous est donné de façon de plus en plus chaotique, climat aléatoire et autres. C'est bien néanmoins de cette pluie dont on va faire l'usage intensif, il faut que plus rien ne ruisselle. Donc vous allez remettre des haies. Ça peut être des bandes fleuries aussi, hein, je veux dire. Mais on a un couvert végétal qui va empêcher l'eau de s'écouler le long des pentes. Donc effectivement, l'eau, elle finira quand même par s'infiltrer. Mais exclu, je ne veux plus voir un petit filet d'eau descendre la montagne. Et voilà. Donc couverture végétale la plus totale, la plus permanente possible, à la fois pour intercepter tous les rayons du soleil. Ça peut être des cultures associées, hein. Alors évidemment, sous les tropiques, vous verrez sous la culture de haricots, sous la culture de maïs, du haricot, un concombre. Mais ça peut être, là, en France, des gens qui cultivent des lentilles entre les rangées de blé. Je crois que ça a été évoqué tout à l'heure. En tout cas, oui, vous avez des agriculteurs français qui associent leur culture simultanément. Les rayons du soleil qui ne tombent pas sur la feuille de blé tombent sur la feuille du lentillon. Et donc, alors évidemment, je leur proposais de mettre un concombre en travers pour intercepter les derniers rayons du soleil. Là, pour la moissonneuse batteuse, c'est pas génial. J'en conviens. Je vous vois que vous faites la moue. Mais on ne peut pas le faire aussi performant que ceux qui travaillent avec la main, etc. J'en conviens. Mais c'est bien ça, hein, la couverture végétale verte la plus totale et la plus permanente possible, c'est intercepter les rayons du soleil et c'est effectivement empêcher le ruissellement de l'eau. On veut que l'eau donc ne ruisselle pas, on veut que ça s'infiltre. Il faut que le sol soit poreux. Et moi, c'est vrai, on m'enseignait quand j'étais agronome formaté le labour. Mais je vous écoute et j'entends qu'aujourd'hui, non, la porosité, vous l'avez compris, ça va être les vers de terre, ça va être les cloportes, ça va être les collemboles. Enfin, ça a été dit tout à l'heure. Donc oui, il nous faut impérativement que le sol soit poreux pour que l'eau de pluie ne ruisselle pas, mais s'infiltre. Alors le labour a beaucoup de défauts. Hein. C'est évidemment, ça fait du tort aux vers de terre de le remettre au soleil en pleine journée. Ça perturbe la biologie. C'est aussi une aération, une oxydation exagérée de l'humus des sols, là où il y avait le carbone. Vous savez, le carbone du gaz carbonique qui était dans la paille, qui est devenu de l'humus. Si vous l'oxydez de nouveau, il retourne à l'état de gaz carbonique. Donc on va être très prudent sur ces questions-là. Il faut surtout accroître le sol en humus, parce que précisément, qu'est-ce qui retient l'eau qui s'infiltrait dans le sol à hauteur de la couche arable? C'est l'humus. L'humus, enfin c'est l'argile et l'humus. Mais un sol sableux, on ne peut pas l'enrichir en argile, mais vous pouvez l'enrichir en humus. Et l'humus, c'est 50% de carbone, 5-6% d'azote.
Sur les graphes, c'était un peu rapide, mais on parlait du coefficient carbone-azote. C'est-à-dire qu'il faut un bon dosage carbone-azote pour fabriquer de l'humus, 50% de carbone, 5-6% d'azote. Et alors, d'où vient l'azote? Pour être très clair, ça vient de l'azote de l'air, pour être très clair. Mais on n'a pas besoin seulement d'azote pour fabriquer, pour que les microbes, les micro-organismes, les champignons, ça profite et les bactéries fabriquent de l'humus. Mais on a besoin d'azote parce que notre deuxième nécessité dans la nourriture, c'est des protéines. Et les protéines, c'est des molécules azotées. On appelle un ensemble d'acides aminés azotés. Et ces molécules azotées, alors c'est indispensable. Tous les tissus du corps humain, tout ce qui s'use, tout ce qui repart après avec nos urines, il faut les renouveler. On se coupe les cheveux, etc. Il faut renouveler tout ça. Il faut manger tous les jours des protéines, molécules azotées. D'où vient l'azote? L'azote de l'air. Bon, il n'y a pas de pénurie d'azote de l'air annoncé, 79% d'azote dans l'air que vous respirez, vous et moi. Faisons un usage intensif de cette ressource gratuite. Mais oui, je suis pour l'agriculture intensive à l'hectare si c'est l'usage intensif de ce qui est gratuit, renouvelable, pléthorique. Alors, remarquez, c'est ce qu'on fait déjà. On utilise l'azote de l'air pour fabriquer nos protéines. Mais il y a bien deux méthodes, parce que rajouter de l'azote sur une molécule carbonée pour fabriquer une protéine, c'est coûteux en énergie. Alors vous avez des gens, pour que le blé soit riche en protéines, panifiable, c'était la discussion un petit peu ce matin ou en début d'après-midi, on apporte un engrais azoté de synthèse fabriqué avec de l'énergie fossile, du gaz naturel, russe, et je dis russe pour vous faire peur, mais ça peut être norvégien, mais en tout cas cette dépendance à l'égard des énergies fossiles, c'est nul. Donc les engrais azotés de synthèse, oubliez, c'est désuet, c'est obsolescent, on va oublier ça. Y a-t-il une alternative? La réponse est oui. Tous les agriculteurs du monde entier connaissent les légumineuses. Alors, on parlait tout à l'heure des légumineuses fourragères, c'est la luzerne, le trèfle, le sainfoin, les lotiers, la vesse, pour nourrir des herbivores, des ruminants, etc. Mais ça peut être effectivement de la févrole, du lupin, du pois fourragé, pour nourrir des monogastriques. Ça peut être du soja aussi. Et puis, pour les lentilles, on parlait tout à l'heure, riches en fibres, les pois, les fèves, les petits pois, les haricots, riches en fibres, moins de cancer du côlon. Enfin, si on pouvait retrouver... Mais pourquoi en France, on est déficitaire pour 66% de ces légumineuses qui sont capables de nous fournir des protéines en utilisant l'azote de l'air, alors avec l'énergie solaire? Parce que cette plante qui a pratiqué la photosynthèse, qui a produit des glucides, vous avez des microbes qui s'incrustent dans la racine, on les appelle rhizobium, des bactéries, qui se goinfrent de ces glucides apportés par la plante, donc ils ont une ration énergétique, ils prolifèrent, et avec cette énergie, oui, interceptent l'azote de l'air, fabriquent des protéines et refilent ça à la légumineuse en question qui nous apporte de l'azote. Et alors en plus, avec les racines, il y a des restes azotés. Et alors évidemment, l'agriculteur qui avait mis des lentilles entre ses rangées de blé m'explique, voilà, il y a du carbone avec les racines de blé, il y a suffisamment d'azote avec les racines du lentillon associé au blé, et voilà qu'on peut fabriquer de l'humus sans même fabriquer du fumier. Et pourtant, je suis un ardent défenseur du fumier. C'est le carbone de la paille avec l'azote de l'urine. S'il vous plaît, ne dites pas que je suis tombé dans la naissance. Mais c'est le carbone de la paille, c'est l'azote de l'urine. Et c'est vrai qu'y compris, on parlait ce matin, éventuellement, le comté, si les nappes sont polluées par le lisier, désormais on va fabriquer du fumier, les animaux vont revenir sur la paille, on va fabriquer du fumier, l'azote n'ira pas rejoindre ça. Alors les éléments minéraux, je ne vous raconte pas. Oui, les champignons mycorhiziens. J'aurais bien voulu que vous me parliez des éléments minéraux, du phosphore notamment. Oui, alors les éléments minéraux, le calcaire, le potassium, etc. Mais le phosphate, on nous annonce quand même, là commence la finitude, parce qu'on va faire intensif. De l'usage intensif de ce qu'il n'y a pas de finitude, justement. Et par contre, le phosphate, on nous annonce quand même que d'ici quelques décennies, le coût d'exploration et d'exploration d'abord et d'exploitation des mines de phosphate va devenir hyper coûteux. Mais néanmoins, quand la roche-mère, le granit, le grès, le schiste, le basalte en sous-sol est altéré, il libère des éléments minéraux, dont le phosphore, certes à faible dose. Si vous avez des arbres, tiens, on va remettre des arbres, avec des racines profondes et qui peuvent avoir accès à la roche-mère, quand la roche-mère est altérée, ça pompe les éléments minéraux, ça remonte avec la sève, ça va dans la feuille, ça tombe à terre et ça fertilise la couche arable. On appelle ça agroforesterie. On va réembocager, on va remettre des pommiers dans la prairie. Et oui, on va faire tout ça. Et alors en plus, si vous avez des champignons mycorhiziens, ça a été évoqué tout à l'heure, ces champignons mycorhiziens, il n'y a pas que la truffe pour les gourmets. Pareil, ça s'incruste dans la racine de la plante, ça utilise les glucides de la photosynthèse, donc c'est bien avec l'énergie solaire, ils s'engouinfrent, ils développent un mycélium. Vous avez vu tout à l'heure les mycéliums de champignons mycorhiziens. Et alors ces champignons, ils vont aller encore plus débusquer les éléments minéraux quand la roche-mère est altérée, quand c'est sur une racine d'arbre, un peu comme le chêne avec la truffe, mais même dans les plantes annuelles, 80% des plantes annuelles accueillent ces champignons mycorhiziens, à la condition que vous ne mettez pas de fongicides, bien sûr, ils vont se nourrir de ça, et ils vont aller chercher des éléments minéraux qui étaient dans la roche-mère, qui sont aujourd'hui dans la couche arable, mais qui sont coincés dans les argiles, que les plantes, même avec les racines les plus filamenteuses, ne parvenaient pas à extraire. Et ces champignons mycorhiziens,
à la fois parce que c'est très fin, et à la fois parce qu'il vend des substances qui solubilisent ce phosphate, eh ben, il restitue ça à la plante dont ça avait tiré l'énergie. Oui, oui, les microbes, les bactéries, tout ça, c'est pas que pathogène. Il y en a qui sont utiles, les champignons, il y en a qui... On appelle ça des symbioses. Et bien oui, voilà, l'agroécologie, c'est de comprendre qu'il y a une multitude d'interactions, et vous l'avez compris, qu'on a remis des haies, on réberge des insectes auxiliaires. Enfin, quand vous jouez la bidée, et puis c'est résilient, hein, c'est-à-dire que quand une production est affectée par un accident climatique, ou quand une production est affectée par une guerre en Ukraine, ou je sais pas quoi, les fiours pour s'effondrer, ou je sais pas quoi, ben écoutez, oui, oui, le revenu est résilient parce qu'on a diversifié. J'entendais ne pas mettre tous les œufs dans le même panier tout à l'heure, je crois que c'est ce que j'ai entendu. Ben oui, c'est parfaitement fondé. Ou pour la résilience des revenus, on va faire un usage intensif de ce qui ne coûte rien, alors on me fait un reproche. C'est que c'est artisanal, c'est soigné, c'est exigeant de travail. Vous vous rendez compte, une agriculture intensive en emploi. Quelle bêtise. Non, ce n'est pas une bêtise, excusez-moi, quand il y a du chômage, aider Terre de Liens, aider à l'installation de jeunes agriculteurs, etc., c'est très astucieux. Mais s'il vous plaît, à partir de maintenant, on rémunère le travail et on ne subventionne pas les hectares. Merci pour cette promotion de l'agriculture intensive. Juste pour appuyer mes propos, j'avais déjà diffusé cette diapo ce matin, mais voilà sur quoi agit le glyphosate. C'est ce qui émane d'une étude de 2023. Effectivement, tous ces organismes, tous ces micro-organismes, tous ces invertébrés, tous ces vertébrés qui sont recherchés, qui sont souhaités par les gens qui pratiquent l'agriculture de conservation des sols, sont impactés par le glyphosate. Donc effectivement, c'est un enjeu énorme pour les agriculteurs qui veulent continuer ces pratiques, qui ont une vocation vertueuse, que de réussir à se débarrasser des herbicides. C'est très ambitieux parce que techniquement, c'est difficile et ce n'est pas toujours possible dans certaines régions. Mais là, vous avez peut-être quelque chose à dire ? Alors, oui, parce qu'effectivement, j'ai parlé des insectes auxiliaires qui vont éliminer les ravageurs, tout ça avait été dit. Mais oui, aujourd'hui, je connais un nombre croissant d'agriculteurs, mais ils sont quand même très peu nombreux, il faut être honnête, parce que c'est exigeant de travail, hein, précisément, qui parviennent à concilier agriculture de conservation et bio. Tous ceux qui parviennent à faire ça, je vous le dis tout de suite, associer agriculture et élevage, et dans la rotation longue, en général, c'est 9 ans, hein, donc entre la tête de rotation et la fin de rotation, c'est au moins 9 ans, c'est la diversité dans les rotations et les assolements. Et dans cette rotation, il y a au moins une prairie temporaire de 3 ans, c'est-à-dire que l'herbe dite mauvaise herbe, herbe adventice, pour qu'elle ne prolifère pas, elle est fauchée avant de fleurir et de monter en graines. Et puis je vais vous dire aussi, ça, tous me le disent, c'est encore plus efficace, la culture de chanvre. Quand vous mettez une culture de chanvre, alors je ne parle pas du chanvre récréatif, hein, je parle du chanvre pour les des bâtiments, il paraît que c'est d'intérêt général. On ne pourrait pas rémunérer les agriculteurs pour leurs services environnementaux quand ils nous prenaient du chanvre pour l'isolation thermique des bâtiments à leur juste prix. On ne pourrait pas faire ça. Parce que quand vous cultivez du chanvre, la dentice, évidemment, germe et prolifère. Et puis, le chanvre pousse tellement vite et fait un tel ombrage que, pareil, ça ne fleurit pas, ça ne monte pas en graines. Écoutez, l'agriculture qui s'inspire de l'agroécologie, elle n'éradique plus les ravageurs, elle n'éradique plus les agents pathogènes, elle n'éradique plus ce qu'on appelait les mauvaises herbes. On vit avec, mais on choisit des variétés tolérantes, évidemment, aux insectes. Alors, variété velue quand c'est un insecte piqueur-suceur, une feuille cirée quand c'est une chenille. Il y a même des plantes qui tolèrent la présence simultanée de chenilles et d'insectes piqueurs-suceurs. Et pourtant, les piqueurs-suceurs donc piquent puisqu'il n'y a pas de poils. Mais, alors, c'est pas tout, hein, ça progresse beaucoup, l'agroécologie. Mais quand l'insecte piqueur-suceur pique, il y a des plantes pour lesquelles, à travers ce trou, il y a un gaz volatile qui attire la coccinelle qui va s'attaquer aux pucerons. Donc, c'est ces interactions-là. Et alors, ne détruisons plus toutes ces interactions-là entre êtres sauvages et domestiques, mais ça, on progresse. L'agroécologie, c'est vraiment ça. On joue sur les interactions entre les êtres vivants, le milieu physique, le sauvage, le domestique et ce genre de choses. Et pour les herbes adventices, pour se débarrasser du glyphosate, effectivement, il faut qu'au moins 2 fois dans la rotation, il y ait des plantes qui étouffent. On n'éradique pas la mauvaise herbe, elle proliférera moins parce qu'on lui fait un tel ombrage que très peu ont pu fleurir et monter en graines. Et c'est justement dans ces interactions qu'interfère le glyphosate. Très précisément dans ces interactions extrêmement fines. Et c'est aussi pour ça que ça a été aussi difficile de mettre en lumière, parce que c'est quelque chose d'extrêmement fin. Septembre 2023, voilà où on en est. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. Je ne sais pas si l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous veut répondre à l'autre. On va donner la parole au public dans ce cas-là. J'imagine qu'il y a des questions. Oh là, il y a un oiseau, c'est même plus un bras qui se lève, c'est un envol au premier rang. Oui, moi j'ai une question tout de suite sur le glyphosate, parce que sur ta diapo, il y a une bouteille de Roundup dessus. Et on sait que dans le Roundup, il n'y a pas que du glyphosate. Il y a un cocktail qui est bien plus grave que ça, et bien plus dangereux que le glyphosate.
Vous posez la question. Je peux répondre assez rapidement. Hein. Le glyphosate est uniquement fait pour, enfin, la bouteille Roundup est uniquement faite pour illustrer. On sait que les adjuvants qui sont additionnés au glyphosate pour le rendre plus efficace sont parfois plus nocifs que le glyphosate lui-même. Mais aujourd'hui, ce qui est vraiment mis en lumière, c'est en fait l'un des métabolites du glyphosate qui est plus nuisible, qui s'appelle l'AMPA. C'est un acronyme impossible à définir, qui lui vraiment reste très très longtemps dans les sols et qu'on retrouve. Ce que j'expliquais ce matin et que je redis, on trouve des sols où on n'a plus de traces du glyphosate, ce qui permet aux gens qui pratiquent l'agriculture et la conservation des sols de se dire c'est bon, je n'ai plus le polluant dans le sol, mais on a découvert que ce glyphosate était présent sous forme de glyphosate, mais aussi sous forme d'AMPA à l'intérieur des lombrics, et que ça avait des grosses interférences quant à leur développement, et notamment, par exemple, pour ne citer que ça. Mais il semblerait néanmoins que l'AMPA, dans l'effet cocktail avec le reste, c'est ce que dit Pierre-Henri Gouillon, soit encore plus grave que l'AMPA tout seul. Ah oui, évidemment. De toute façon, ce que mettent en lumière toutes ces études, celle de l'INSERM ne fait pas autre chose en 2021, c'est d'expliquer cet effet cocktail et surtout un effet cumul, puisque jamais autant de glyphosate n'a été répandu sur Terre qu'actuellement, que les quantités augmentent considérablement du fait de la conversion en agriculture de conservation des sols dans des pays où les règles sont moins strictes qu'ici, en particulier. Et ce cumul qui vient s'accumuler avec des polluants qui sont déjà des résidus d'années de culture des fois avant. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'on a un coût du retraitement de l'atrazine dans l'eau, alors que ça fait 25 ou 30 ans qu'on l'a éradiqué de France. Voilà, on paye le cumul. Quelqu'un, enfin, réponse, quelqu'un, non? Non, ça rejoint la discussion sur avéré ou pas avéré ou seulement en présomption. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des effets cocktails, c'est vrai que beaucoup d'études, parce que c'est quand même démontré, les effets néfastes du glyphosate, c'est démontré. Mais pour dire que c'est statistiquement avéré, alors c'est vrai que quand notamment on prédit aux jeunes qui vont avoir un cancer du sein, un cancer de la prostate, Alzheimer et Parkinson une dizaine d'années plus précocement que moi, il faut attendre quand même quelques années pour dire que c'est statistiquement avéré. Donc c'est des mots avérés que les scientifiques s'interdisent de dire. Et comme de plus il y a des effets cocktails, quand il y a un effet néfaste mesuré, l'attribuer au seul AMPA, métabolite du glyphosate ou à l'adjuvant de Roundup ou d'autres, on n'est pas très à l'aise. Et c'est un peu à cause de ça que le mot avéré est rarement prononcé vous verrez rarement dans les revues scientifiques. Et là, c'est quand même vrai ce matin que c'était forte présomption et autres. Et les gens disent probable, je suis probable, on peut attendre, quoi. C'était comme il y a 33 ans, quand on nous prédisait le réchauffement climatique global, il y a des gens qui ont dit c'est pas encore statistiquement avéré, on peut attendre. On a bien trop attendu. En tout cas, ce que je pense que le public a pu remarquer, c'est l'extrême complexité de ces démarches. Quand on parle de frein à la conversion, à la transformation des exploitations agricoles, ça passe notamment par cette problématique qui est de la technicité. Vous parliez de remettre des gens dans les champs, effectivement, il va falloir les former, ces gens. Aujourd'hui, la filière n'existe pas. On a un lycée agroécologique en France qui, l'année dernière, avait 10 élèves. En Espagne, ils en ont quelques-uns. Je ne sais pas où ça en est, mais le problème, c'est qu'ils ne trouvent pas de travail. et tout ça, en fait, ça rappelle la complexité à faire évoluer les pratiques. La mise en place d'une nouvelle filière, c'est 10-15 ans. Combien de temps avez-vous mis pour mettre en place le dispositif CEP de bord, par exemple? Je veux bien donner un micro, s'il vous plaît. Combien de temps ça vous a pris pour passer de votre agriculture conventionnelle telle que vous la fassiez à l'efficience que vous avez aujourd'hui? Pour avoir l'efficience, il a fallu quelques années, mais je signale qu'il a fallu 1 an de préparation pour souder le groupe et savoir vers quel type d'agriculture, avec des formations en relations humaines, parce que le challenge, il était là aussi. Et sinon, au bout de 2-3 ans, le temps de recréer une porosité verticale, on a eu des chutes de rendement céréales. Donc heureusement qu'on était un collectif pour se souder. Et aujourd'hui, au bout de 15 ans, on est encore en voie de progression. Plus ce système évolue, plus il est vertueux. Ouais, c'est important de rappeler qu'en fait, malgré l'urgence que l'on connaît tous, l'inertie du changement en fait passe par des résolutions techniques, sociales, économiques qu'on n'arrête pas d'évoquer depuis ce matin. Merci beaucoup. Est-ce que le public veut encore s'exprimer? Là-haut, il y a un micro qui circule. Je ne vois pas où est le micro. C'est moi qui l'ai. Voilà. Oui, Dominique Gentil, la préséance du vivant. J'ai beaucoup aimé l'intervention, je ne sais plus comment s'appelle le monsieur. Là, de Guy-Michel Desmartins. Le semis de bord de oui. chemin. De sème au bord.
Comment? Le SEM au bord. Oui, j'ai noté. Et moi, je suis de profession jardinier naturaliste, paysagiste. Bon, je l'ai dit ce matin, je travaille beaucoup avec quelqu'un qui s'appelle Gilles Clément. Et j'ai fait des recherches dans ce domaine-là. Et par exemple, j'ai fait des jardins qui ne coûtent rien du tout, qui coûtent quelques euros, simplement avec des graines, des semis. Et dans ces mélanges, il y a tout. Il y a à la fois les vivaces, les annuels, les bisannuels, les plantes pour les haies, les végétaux pour faire des arbres. J'ai semé tout ça. Et j'ai laissé faire. Et on s'aperçoit, en faisant des tontes, évidemment, on fait de ce qu'on appelle du jardin en mouvement, les techniques de Gilles Clément, le jardinage par soustraction. Mais par exemple, sur un des projets que j'ai réalisé, j'ai réussi à... C'est la nature qui l'a fait. Il y a des haies bocagères qui sont sorties de ce fait-là. Et c'est vrai que c'est tout simple, ça ne coûte rien du tout. On touche pas au sol, c'est la nature qui fait le travail. Mais je peux vous dire que le résultat, il est assez incroyable. Ouais, donc c'est la finalité effectivement du SEM au bord de sanctuariser la zone et laisser ensuite la nature s'exprimer. Le souci qu'on a, c'est la mise en place au démarrage où on peut se retrouver avec, on est quand même dans une zone céréalière, avec du chardon, rumex ou kénopode. Et ça, il est indispensable de pouvoir le maîtriser au démarrage, sinon on s'attise la colère des agriculteurs voisins. Et moi qui suis en bio, j'en suis le premier concerné, quoi. Donc effectivement, il faut que la nature se mette en place, la biodiversité se mette en place. Et une fois que les équilibres se sont recréés, ça va tout simplement se régénérer. Ouais. Oui, puis on peut aussi préciser que la banque de graines disponible dans le sol n'est pas la même partout ni tout le temps. Et que ce qui va sortir n'est pas toujours ce qu'on souhaite. On peut avoir des sols qui ont été très, très changés, très transformés. Et puis sortis d'un chemin, il n'y a pas en stock, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Ça peut être du remblai, ça peut être des choses comme ça. Pour appuyer ça aussi, il y a notamment un collectif breton, mais d'autres y travaillent aussi, et pas qu'en France, qui veut travailler à la réimplantation de haies avec une préparation extrêmement minimale des sols, un peu comme ce qui est fait avec le SEM au bord, par semis. Et apparemment, ça porterait ses fruits. Les premières expérimentations sont assez engageantes. On a de l'avenir alors. D'autres questions? Alors attends, voilà le micro, je ne sais pas où il est. Ah pardon, on a d'abord une réponse. 5 secondes pour dire qu'effectivement, l'avantage du SEM au bord par rapport à une haie, c'est qu'il y a beaucoup d'engins agricoles qui passent sur ces chemins. Enfin, c'est à ça qu'ils servent premièrement. Et du coup, ça ne gêne pas la progression des engins agricoles comme une haie qui, effectivement, rencontre beaucoup de résistance de la part des agriculteurs qui veulent la place pour leurs engins. Alors moi, je voulais poser une question à propos de la formation. Formation initiale des agriculteurs et formation continue, parce que l'agroforesterie, l'agroécologie et la réimplantation des haies, c'est quelque chose qui est de nouveau, je vais dire... comment expliquer ça, qui n'a pas été enseigné aux élèves quand ils étaient, s'ils ont 45 ou 50 ans, ça n'a pas été enseigné quand ils étaient à l'école, au lycée agricole. Donc je voulais savoir ce qui existait comme organisme, et au niveau des programmes des lycées agricoles, je me posais une question. Oui, je vous écoute. Oui, alors au niveau des programmes des lycées agricoles, alors là j'ai entendu dire que la FNSEA s'occupait des programmes des lycées agricoles. Donc est-ce que c'est faux? C'est faux. Bon. C'est faux, mais par contre les programmes sont élaborés avec des agriculteurs, dont certains peuvent être à la FNSEA. Et est-ce qu'il y a une cohérence entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Éducation nationale pour parler de ces problématiques à tous les futurs citoyens, quoi? D'accord. Moi, je te laisse répondre. Je vais répondre hyper rapidement sur la dernière partie, puisque ça faisait 10 ans que j'étais enseignante, pas sur la partie lycée, mais sur la partie CFA, CFPPA, et puis on fait tous partie de la même. Ça fait plein d'euros, ça. Alors oui, centre de formation pour apprentis et centre de formation professionnelle pour adultes. Donc en gros, tout ce qui va être alternant ou juste qualification. Donc justement, parler agroforesterie avec des agriculteurs déjà installés, potentiellement, ça fait partie des missions. Mais en fait, il faut que vous compreniez que l'enseignement agricole est uniquement sous tutelle du ministère de l'Agriculture. Hein. Il n'y a pas d'éducation nationale du tout. D'accord ? Et puis, en fait, il y a des grands référentiels de posés dans lesquels l'agroécologie existe déjà depuis plus de 10 ans, hein, sur le papier. On est face à un double frein qui est un frein déjà
des directions d'établissements scolaires qui ont un peu freiné. Le deuxième frein, c'est le manque de formateurs sur les fameuses agroécologies, etc. Donc on a la chance d'avoir, non pas pour les lycéens, et je m'en excuse pour eux, mais au moins sur la partie des enseignements techniques en CFA et CFPPA, la chance d'avoir des professionnels qui viennent intervenir. Donc pour les lycéens, ils ont la chance d'aller sur des fermes, et pour les autres, ils ont la chance d'avoir des formateurs qui font ça au quotidien, ou presque quand c'est le moment d'aborder ça dans le programme. Merci beaucoup. Thierry Desvaux, comment vous vous êtes formé, vous, au sein de Sebdebord? Donc, comment on s'est formé? Nous, c'est beaucoup par des formations avec Chambre d'agriculture, avec différents services techniques, avec des chercheurs. Et puis aujourd'hui, beaucoup sur les réseaux sociaux, des groupes WhatsApp, des formations en ligne. Il y a l'agriculture du vivant qui fait des publications régulières. Donc, il y a une multitude de formes de formation. Et sinon, pour les élèves, aujourd'hui, il y a beaucoup de cours d'agroécologie qui sont depuis une dizaine d'années. On reçoit entre 550 élèves par an. Donc, je salue un peu les profs pour qui c'est difficile de changer cette approche. Avant, c'était en silo et maintenant, on a une approche systémique. Et combien de fois les élèves me disent « Thierry, ce que tu m'expliques, c'est bien, mais c'est tellement compliqué, l'approche globale. Moi, j'aime bien quand il y a un problème, on puisse labourer, ou quand il y a un insecte, on puisse le tuer avec un insecticide. Et l'agroécologie, c'est le contraire de ça. » Merci. C'est un peu ce que j'avais envie d'entendre. Merci beaucoup. Oui, je crois qu'il importe de dire que dans les lycées agricoles, il y a effectivement des progrès depuis une dizaine d'années. Il faut être clair, c'est au moment de Stéphane Le Foll. Il a introduit l'agroécologie dans le référentiel, dans le cursus. Ça, c'est quand même... Moi, je sens quand même que l'ambiance est très différente depuis une dizaine d'années. Parce que moi, quand j'intervenais dans les lycées agricoles autrefois, on me disait « Ah, vous voulez remettre des haies, remettre les animaux sur la paille, heureux, c'est bien un retour en arrière. C'est la bougie, monsieur Dufumier, c'est l'âge de pierre. » Et aujourd'hui, j'entends exactement ce qui vient d'être dit. Ouh là là, monsieur Dufumier, c'est très intéressant ce que vous racontez, c'est trop sophistiqué. Donc on est passé de très arriéré à très savant, en peu de temps quand même. Alors, le vrai problème, je pense que ça reste un peu dans les lycées agricoles, mais dans l'enseignement supérieur, c'est peut-être plus grave, c'est cet enseignement en silo. Parce que je peux vous assurer, quand dans l'enseignement supérieur, notamment la carrière des enseignants-chercheurs, elle est quand même fonction du nombre de publications dans les revues de la comité de lecture de rang A. Et quand, par exemple, sur les OGM, on interrogeait, vous savez, à l'époque, on disait les OGM, il y aura un riz doré qui permettra aux Asiatiques de manger un riz bien riche en précurseur de la vitamine A, on gagnera. Donc ça pouvait être d'intérêt commun. Et du coup, moi qui ne suis pas dans la partie vraiment OGM, évidemment, tout de suite, j'allais voir Pierre-Henri Gouillon qui a été cité tout à l'heure, notre collègue de génétique moléculaire, et je posais la question, vos gènes de jonquilles là, que vous avez mis dans un riz doré, si ça passe sur un riz sauvage en Asie, quelles conséquences? Et là, je vous dis tout de suite la réponse. Ah non, mais moi, c'est génétique moléculaire. Ne m'embarrassez pas avec des questions comme ça. Et donc, oui, l'enseignement en silo de gens dont la carrière est fonction de la seule discipline des revues de génétique, génomique, etc., je veux dire, quand vous les questionnez sur l'impact social, environnemental et autres de leur propre recherche, moi, je suis pour la recherche pointue, la recherche fondamentale, mais que la question soit posée par la société, quand même, que ça réponde aux vraies questions de la société, en n'oubliant pas les effets environnementaux. Ça, je pense, oui, là, il y a un gros problème. Merci beaucoup. D'autres questions dans la salle? Et après, on va gentiment se préparer à ce qu'on diffuse un super film. Pierre Curmy, pédologue en retraite. Je vous remercie pour tous les exemples que vous avez présentés, et en particulier sur le sol et comment en améliorer la santé. Je remarque que quand même qu'il y a une chose sur le sol qui n'est pas du tout été abordée, c'est qu'on a une diversité des sols, et en particulier au niveau de leur réservoir en eau, pour parler que de l'eau. Le réservoir en eau du sol, il va varier entre 50 litres par mètre carré, et c'est là qu'on va faire de la bonne vigne, du bon raisin, riche, etc. Et 200 litres par mètre carré, et c'est là qu'on va faire du bon maïs, sans avoir besoin d'irriguer. Et donc, quand on va dans la perspective du changement climatique, avec des pluies extrêmement irrégulières, leur modification en intensité et en période
au cours de l'année, ce réservoir utile et prendre en compte la diversité des sols, c'est ça qui va permettre de choisir le bon itinéraire technique, les bonnes méthodes, et aussi le bon type de culture à faire. Les assolements, oui. Quelqu'un veut réagir par rapport à la capacité de rétention d'eau des sols? Juste pour dire que c'est vrai pour tout l'écosystème. Hein. C'est vrai pour les sols, c'est vrai, c'est fonction du climat, hein, du niveau de pluie et question, mais c'est vrai pour les insectes auxiliaires, c'est vrai pour les herbes adventices. C'est-à-dire que c'est vrai que moi je vous ai présenté un peu l'agroécologie dans son discours scientifique, mais après il faut que ce soit appliqué en fonction des considérations locales, la pluviométrie, l'acidité des sols, je parle comme ça encore, le pH, et donc oui, après, et du coup c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas penser transfert de technologie. On peut s'inspirer de choses qu'on réussit à un endroit, on peut s'en inspirer pour faire quelque chose qui est peut-être similaire, mais qui sera quand même toujours différent. Et dans la formation, c'est très important aussi, hein, qu'on sache qu'on peut utiliser l'expérience réussie ou échec de gens dans un endroit, on va s'en inspirer, mais ce n'est pas en reproduisant tel quel qu'on pourra progresser. Il faut réinventer à chaque fois. Et je vous dis tout de suite, là, les innovations, elles sont paysannes. Hein. Voilà. Ce n'est pas les innovations en station expérimentale, toutes choses égales par ailleurs. Hein. Ça, c'est un peu du passé. Tout à fait. Et disons que ça arrive sur le devant de la scène, parce que si on retourne 50 ans en arrière, les agriculteurs, les paysans, ils connaissaient très bien leur sol et leur comportement. Ils savaient que dans cette parcelle-là, on allait avoir du bon blé. Ils savaient où il fallait poser la vigne. Mais comme il n'y a pas cette connaissance par le suivi pendant plusieurs années des cultures, avec le renouvellement des gens, on a perdu cette connaissance de la diversité des Tout à fait. On va passer la parole à quelqu'un d'autre, juste pour rappeler que paysan, ça vient de pays. Le paysan, c'est celui qui connaît son pays et son paysage, qui avait la racine commune. Moi, je rajouterais bien un petit truc sur la réserve utile, c'est que on l'a vu avec les procédés d'agriculture de conservation. En fait, ça se régénère et ça se modifie. Si on a des vers de terre qui sont capables de nous remonter les micro-éléments du fond du sol, si les argiles peuvent rebouger, en fait, je vous dis pas qu'on va refaire des sols de forêt partout, et etc., mais nous, en viticulture, par exemple, il y a des études qui ont été faites. On a un problème avec un puceron qui est un piqueur-suceur racinaire, qui fait que c'est à cause de ça qu'on est obligé de greffer à la fin du 19e siècle. En fait, il y a des études qui ont été faites où si on avait plus de 10% de matière organique sur nos sols, ce puceron, il ne serait pas là. Donc il y a des vraies questions à se poser sur le travail de la matière organique et la reconstitution des taux de matière organique et a fortiori des réserves utiles de nos sols, quelle qu'en soit la nature initiale. Et à mon sens, c'est ce que l'agronomie nous a permis de comprendre, et c'est ce que l'agriculture moderne pourrait nous permettre de refaire, c'est qu'on peut aggrader nos sols, c'est l'inverse de dégrader. Et on a toutes les connaissances et toutes les techniques en main pour le faire. Maintenant, il faut en avoir la volonté et être accompagné pour ça, parce que comme vous l'avez compris, ça prend du temps. Oui, et puis rappeler quelque chose aussi, c'est que l'agriculture s'est développée sur le défrichage ou sur l'utilisation d'estuaires. Donc d'endroits qui étaient issus de zones où il y avait énormément de matière organique. Et toute l'agriculture moderne est en fait un héritage de ça, et on a essayé de reproduire, enfin de pérenniser un modèle qui en fait demande du temps pour se reconstituer, demande des pauses plus ou moins longues, et demande des dynamiques qu'on ne laisse plus apparaître. Merci pour la présentation sur l'agriculture de conservation des sols. Moi j'ai trouvé ça vraiment passionnant à plusieurs titres. Le premier, c'est que déjà vous nous avez expliqué que vous alliez partir en retraite, que vous étiez fier de ce que vous avez fait. On le ressent hein, quand vous l'expliquez. Et ça, je trouve que c'est quand même un point très positif à noter. Avoir un agriculteur qui part en retraite, qui est content de transmettre un outil qu'il a créé, malheureusement, on ne le voit pas souvent. Le deuxième point important, et vous avez insisté là-dessus, c'est sur le fait d'avoir coopéré avec vos voisins. Et je pense que ça, c'est quelque chose de crucial. À partir du moment où les paysans vont commencer à se parler, s'associer, c'est une très bonne base, je pense, pour faire évoluer les systèmes. Et c'est en tout cas bien mieux que de voir dans les campagnes des paysans qui ne pensent qu'à bouffer leurs voisins pour avoir une ferme plus grande.
Donc ça fait déjà 2 bonnes choses très intéressantes. La troisième, et là je vais peut-être me faire un peu l'avocat du diable, vous avez expliqué utiliser encore effectivement certainement du glyphosate. L'agriculture de conservation des sols, vous, dans votre graphique, c'est 4% des superficies. Le glyphosate est le désherbant le plus vendu en France, le plus utilisé. Donc si dans un premier temps, on peut réduire de 96% l'utilisation du glyphosate en mettant en place ce genre de pratique, je serai prêt à faire partie des gens qui vous défendront pour que vous gardiez très ponctuellement l'utilisation de molécules chimiques. Je vais comparer ça un petit peu à la santé humaine. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie de prendre des antibiotiques et j'aimerais bien pouvoir le faire encore à l'avenir. Donc en fait, c'est l'utilisation qu'on fait des pesticides, c'est le fait de contraindre les paysans à produire à des prix aussi bas qui les oblige à utiliser toutes ces saloperies qui les polluent en premier lieu, mais qui polluent aussi autour. Donc voilà, moi je vous le dis, je ferai partie de ceux qui sont prêts à défendre une utilisation très très modérée dans des systèmes que vous venez de présenter, sur quelques molécules les moins toxiques possibles. Mais ça, l'évolution que vous avez présentée sur votre système, je suis convaincu, vos collègues, dans 15 ans, ils sauront passer ce tout. Quand on arrive à réfléchir collectivement et à changer, je serai assez confiant sur le fait que dans quelques années, vous n'aurez même plus besoin du glyphosate. Et un dernier mot, juste la petite limite, et elle a été abordée par moment, la conservation des sols, effectivement, c'est comme ça qu'est produit une bonne partie du soja cultivé à l'autre bout de la planète. On en a parlé ce matin, et entre autres avec des OGM, quoi. Et je m'excuse, mais l'actualité m'oblige à vous reparler de cette nécessité. Tout à l'heure, Monsieur Dufumier, vous nous avez parlé de l'OGM, de l'expérimentation et aussi du choix de la société civile. La société et nous tous consommateurs, personne ne veut d'OGM. Et pourtant, sous une forme un peu à peine cachée, on va bientôt en Europe réautoriser à cultiver et à manger des OGM. Mais vous ne le saurez pas, hein, ça s'appellera des NBT. Et voilà, peut-être la limite par rapport à la conservation des sols, c'est que autant je suis prêt à défendre une utilisation très très modérée de certaines molécules, par contre les OGM ne doivent pas faire partie de la gamme d'armes, entre guillemets, pour pouvoir faire évoluer l'agriculture. Le danger que l'on connaît aujourd'hui, qui est parfaitement identifié avec statistiques et tout ce qu'on veut par rapport aux OGM, c'est ce qu'on appelle les transferts horizontaux d'une espèce à l'autre. Et effectivement, il peut y avoir des transferts de gènes dans le milieu naturel. C'est d'ailleurs comme ça que des espèces évoluent, par intermédiaire souvent d'un virus ou d'un parasite. Et donc le risque avéré est que les gènes qui sont contenus dans des plantes OGM aillent dans des plantes sauvages et puissent transformer durablement et des milieux et des cultures. En rendant par exemple, c'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui se passe aussi en Inde sur le coton, des espèces adventices dont on essaie de se débarrasser, résistantes au glyphosate, pour ne citer que lui. Et puis Jean Bertrand sur ce qui se passe au Brésil ou en Argentine, enfin en Amérique du Sud. Je ne sais pas si le semi-direct du soja, c'est vraiment de l'agriculture de conservation, puisque l'agriculture de conservation, elle s'appuie sur 3 piliers, notamment la diversité des cultures, et on ne l'a pas forcément là-bas. Et là-bas, c'est vrai qu'ils utilisent le glyphosate avec des doses de 15 à 20 litres hectare, alors que dans nos systèmes, on sait que dès qu'on met un produit phytosanitaire sur nos cultures, sur nos sols, ça a un impact. Et donc dans ce système d'agriculture de conservation des sols, on cherche à favoriser au maximum la vie du sol, donc à limiter les impacts. Et donc ce glyphosate, je suis agriculteur, j'essaye d'être le plus pragmatique possible. Je veux bien qu'on essaye d'avoir les systèmes les plus vertueux qu'on peut. Moi, dans mes champs, j'ai des limons battants. Si je les travaille, je vais avoir d'autres difficultés. J'ai des silex aussi sur une partie qui font que je vais user le matériel et que ça va être compliqué. Et moi, je trouve que l'agriculture de conservation des sols, elle m'apporte aussi une sécurité dans mes sols et avec effectivement un peu de glyphosate, mais qu'on essaye de mettre le mieux possible. On ne l'utilise vraiment pas par plaisir et pour... tous ces produits nous coûtent cher et donc on essaye de faire les choses du mieux qu'on peut. C'est toujours des compromis, c'est des équilibres.
Voilà, il n'y a pas un système qui est parfait et complètement sans aucun impact. En agriculture biologique, c'est vrai qu'il y a alors zéro phyto globalement chez nous, c'est plutôt ça. Il existe aussi des phytos naturels qui sont autorisés en agriculture biologique. Ils ont aussi un impact. C'est le travail du sol qu'on essaye aussi de limiter en agriculture biologique maintenant parce qu'on sait que ça a aussi un impact. Évidemment, on voudrait tous tendre vers le meilleur et une ACS bio, mais il y a aussi le facteur revenu, le risque qu'on prend quand on veut mettre en place des cultures, voilà, sans travail du sol ou sans phyto, etc. Il y a un risque. Et voilà, on va revenir à l'aspect revenu, mais on n'a pas forcément toujours les moyens de le prendre. C'est tout à fait plausible. C'est d'ailleurs ce que je voulais vous faire dire aussi, c'est que mine de rien, ce sont très souvent les agriculteurs qui payent leur formation, qui payent leur groupe technique, qui mettent de leur poche pour pouvoir devenir plus performants sur ces questions-là. La réponse qui va être faite, alors je vais me faire pas l'avocat du diable, mais je vais parler au nom de ce que j'entends très régulièrement, ça je m'adresse à vous, d'autres le font, d'autres y parviennent, d'autres parviennent à se passer du glyphosate, donc on sait qu'il y a des pistes, qu'il y a des solutions. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on arrive à les faire parvenir jusqu'à votre exploitation pour qu'elles répondent à vos besoins. Mais effectivement, il y a des difficultés. On sait très bien que dans un sol à silex, faire des semis combinés avec des appareils qui sont très très précis, ça devient tout de suite extrêmement compliqué. On est en train de chercher, je pense. Il y avait quelqu'un voulait réagir parce que ça avait commencé. Ah oui, pardon. Ouais. Merci. Donc juste pour sortir un petit peu du débat qui est un petit peu trop focalisé sur les pesticides. Aujourd'hui, les enjeux mondiaux sont colossaux par rapport au changement climatique, par rapport à la raréfaction de l'eau, par rapport à demain, la raréfaction des énergies. Il faut changer de système. Donc aujourd'hui, on doit travailler tous ensemble. J'ai des amis qui sont producteurs bio, qui travaillent sur les cultures associées, sur du relais cropping. On a plein de choses à faire ensemble. Donc c'est ensemble qu'on va essayer d'avoir des jours un petit peu meilleurs que prévu. On prend une dernière réaction du public et puis voilà. Bonjour, je m'appelle Bertie. Moi, je viens pas d'ici, mais j'ai une formation en agriculture et c'est un sujet qui m'intéresse. Je voulais m'adresser à Monsieur Dufumier. On avait parlé peut-être de parler un peu plus d'élevage pendant cette conférence. Et du coup, question très ouverte, quelle est votre vision de la place de l'élevage en France dans une pratique agroécologique ? Effectivement, je suis donc, en s'inspirant de l'agroécologie, très favorable à des formes d'agriculture qui associent très étroitement agriculture et élevage. Et ce n'est pas seulement parce qu'on met les animaux sur la paille et ça fabrique du fumier, il y a peut-être d'autres raisons. Hein, voilà, elles sont nombreuses. Mais effectivement, quand on me dit, parce qu'on va quand même y être obligé, hein, je vais dire, je crois qu'il nous faut être très clair. Hein. Et c'est vrai qu'il ne faut pas opposer les agricultures, enfin, il ne faut pas opposer les agriculteurs, mais oui, il y a quand même des formes d'agriculture qui relèvent de l'agroécologie qu'il va falloir promouvoir et mettre fin quand même à tout ce qui est destructeur de l'environnement et tout ce qui est porteur de glyphosate. Donc je crois qu'il faut arriver à expliquer que les formes d'agriculture modernes de demain, répondant à tous les enjeux qu'on vient de signaler, à la fois la santé, à la fois l'environnement, on va y être obligé. Donc créons les conditions pour y arriver. Et je pense que l'association agriculture-élevage en fait partie. Mais il est légitime qu'on m'interroge, si vous remettez de l'élevage dans le bassin parisien, eh ben, ça va émettre du méthane, hein, ça rumine, ces brebis, et du coup, vous contribuez à accroître les émissions de gaz à effet de serre. Alors on va dire, ah, c'est pas correct. Sauf que c'est faux. Parce que si la brebis est élevée avec un fourrage dans lequel il y a la luzerne, les trèfles, les sainfoins, les lotiers, les légumineuses, la betterave ou la céréale qui va suivre dans la rotation est fertilisée en azote par la voie biologique et non pas par la voie chimique. Et ne pas utiliser d'engrais azotés de synthèse, n'oubliez pas, c'est ne pas émettre de protoxyde d'azote 10 fois plus réchauffant que le méthane. Donc, s'il vous plaît, quand on va essayer de raisonner sur l'ensemble des questions inspirées de l'agroécologie, dont l'association agriculture-élevage, ben effectivement, l'association agriculture-élevage, ça contribue quand même effectivement à séquestrer du carbone dans les sols, à fabriquer de l'humus, à redonner de la stabilité structurale au sol, retenir l'eau pour les couches arables et ce genre de choses. Et puis, ben effectivement,
une couverture, la prairie, quand même pendant 3 ans, les rayons du soleil ne vont pas tomber à terre, c'est donc bien une bonne interception d'énergie solaire. Donc allons-y, faisons les calculs entiers. Mais oui, je pense qu'impérativement, on ne peut pas échapper à l'association agriculture-élevage, y compris dans les zones. Alors vous imaginez bien, si vous disiez à des éleveurs peu, mais même chez nous, dans les alpages, si vous disiez on va renoncer à l'élevage. Par contre, j'en conviens, si on veut que c'était évoqué ce matin, mais si on veut que pour le comté, il n'y ait pas d'olivier qui aille dans les nappes, il faudra peut-être transporter les pailles qui nous viennent des régions céréalières vers le comté pour que les animaux soient sur la paille. Ok, faisons-le. Et dites-moi à quel coût, et je vous rémunère. Il n'y a pas d'autre solution que de rémunérer correctement le supplément de travail. C'est vrai que l'association agriculture-élevage, et c'est quand même plus astucieux que seulement faire de la luzerne déshydratée. J'en conviens, la luzerne déshydratée, ça peut servir faire des bouchons utiles, mais il faut aller encore plus loin. Et je crois qu'il nous faut le dire, que vraiment l'avenir, c'est beaucoup plus radicalement différent de ce à quoi on s'est accoutumé que beaucoup de gens essayent de le dire. Et je vois bien dans les débats actuels, moi je trouve, on dit il suffit de diminuer progressivement le plan phyto, les herbicides. Non, on va devoir, et puis dans les pesticides, il faudra distinguer herbicides, insecticides, fongicides et autres. Et là, le glyphosate, quand même, attention, quand même, on va y être obligé, disons-le tout de suite. Et n'attendons plus. C'est comme le chlordécone en Martinique. Là, on disait, c'est pas avéré, on a donné une dérogation. Et aujourd'hui, c'est statistiquement avéré. Les cancers de la prostate, des gens à 45 ans, cancer de la prostate, et en grand nombre. Là, aujourd'hui, c'est statistiquement avéré. Je pense qu'il faut qu'on soit raisonnable. Et disons-le très clairement, oui, ça va être une réforme mais radicale de nos systèmes de production, notamment par l'exigence en travail. Rémunérons le travail. 9 milliards d'euros, excusez-moi, de la politique agricole commune, ça peut servir à ça. Deux réactions par rapport à ce que vous venez de dire. L'étude de France Stratégie autour de la conversion vers de l'agroécologie termine par la nécessité d'une refonte globale du système agroalimentaire. Ça ne passe pas par des petits gestes, c'est effectivement la conversion. Alors j'ai fait hurler des gens ce matin, mais en HVE et en bio, en haute valeur environnementale, c'est-à-dire du conventionnel à peine amélioré et de la bio, pour un tiers chacun, et à l'horizon 2030, et puis à la fin, tout le monde converti en bio. Mais c'est une refonte globale qui peut le permettre, selon eux. Pour revenir sur l'élevage, on a un sujet aujourd'hui avec le bien-être animal qui est certain. On a une montée du véganisme et compagnie, et il y a même des gens qui se penchent sur une agriculture végane. C'est en étude, on va voir ce que ça donne. Des personnes m'ont demandé de l'inscrire cette année à ces états généraux. Je ne suis pas assez documenté pour pouvoir le proposer. Je ne sais pas où ça va. Mais en tout cas, c'est une préoccupation. Et sinon, pour ce qui concerne l'élevage en lui-même et le fait d'avoir du bétail dans les champs, et d'ailleurs du bétail, pourquoi du bétail? Ça pourrait être autre chose que du bétail. Mais si on choisit de ne pas en faire une ressource alimentaire, on peut aussi avoir des animaux qui ne finissent pas nécessairement à l'abattoir. Ça, c'est une démarche qui est complètement différente et qui fait partie des choses à éventuellement envisager, au moins dans certaines zones. Alors, j'ai vraiment envie de réagir à ça, mais c'est vrai que c'est une conférence entière. Sur la question de l'élevage, il y a des questions fort légitimes, à savoir que la viande rouge est riche en acides gras saturés et donc éventuellement maladies cardiovasculaires. Que beaucoup de viandes blanches sont quand même encore shootées aux antibiotiques et on développe des antibiorésistances. Mais ça, c'est les modalités d'élevage déjà qu'il faut remettre en cause et pas tant l'élevage en tant que tel. Et puis après, il y a aussi que ça consomme comme beaucoup d'aliments, les animaux. Et donc, est-ce que ce qu'on donne aux cochons français, est-ce que c'est pas du soja qui échappe à des Brésiliens? Est-ce qu'il n'y aurait pas plus urgence de nourrir des hommes correctement que de donner ça à des animaux? Donc je trouve que c'est une question aussi fort légitime. Donc consommer moins de viande et avoir un régime plus végétarien, je pense que ça peut être très sensé pour des questions et environnementales et sanitaires. Manger végétarien et équilibré, c'est parfaitement possible. Mais c'est quand même vrai que les végétaux, pour ce qui est des équilibres des acides aminés, les composantes des protéines, c'est moins équilibré que les protéines animales. Et souvent, les végétariens, du coup, sont contraints de manger quand même beaucoup de soja ou de produits à partir de soja, de tofu. Et certains disent, attention, le soja peut être aussi perturbateur endocrinien, donc avec modération. Donc tout ça, vous voyez que c'est des équilibres. Je crois qu'il faut que le grand public s'empare de ça et ait connaissance de ça, que les revues diététiques en parlent. Qu'est-ce que c'est qu'une alimentation équilibrée? Après, il y a des arguments sur l'alimentation végétalien. Alors là, sans œufs, des trucs, moi je suis hyper prudent. Vitamine D, même si vous exposez au soleil, et vitamine B12, vous verrez les végétaliens, donc les véganes souvent sont végétaliens, s'interdisent
le lait et les œufs. Alors là, vous verrez que c'est pas bio et que la spiruline, etc. Je voudrais savoir comment c'est produit. Hein. Donc, moi, ce que j'en sais, c'est pas génial. Et puis après, le mouvement véganisme, je vous dis tout de suite, qui est un mouvement philosophique. Hein. C'est-à-dire que ça, pas seulement pour l'alimentation, mais c'est que Homo sapiens, avec ses capacités cognitives, se serait donné l'autorisation, à travers les siècles, de réduire en esclavage les animaux domestiques. Et donc, c'est de l'esclavage. Et donc, les gens qui sont contre toute forme d'esclavage sont contre, on ne va plus porter de cuivre, on ne va plus porter de laine, on ne va plus manger. Là, ça va bien au-delà. Et donc, il y a la question du bien-être animal. Mais là, c'est une modalité d'élevage aussi. Et puis, moi, j'aimerais bien, sur les modalités d'élevage, savoir si le canard qui est dans la rizière à Madagascar, qui picore le riz, qui picore l'escargot ravageur, qui picore l'herbe adventice et autres, est-il vraiment plus malheureux que le canard sauvage qui, pour trouver de la nourriture, est obligé de faire des kilomètres? Donc oui, l'élevage, c'est aussi une façon de caresser les animaux dans un grand nombre de cas. Alors on me dit, ah oui, non, mais vous êtes spéciste, vous êtes anthropomorphé, c'est un mépris des autres espèces, vous, Homo sapiens. Alors moi, je suis obligé de reconnaître, oui, je suis anthropocentré et spéciste, j'assume. J'ai plus de considération pour les humains, les hommes et les femmes, y compris celles qui traversent le désert libyen, la Méditerranée, cette femme malgache qui m'a initié à l'agroécologie, que pour les chiens et les chats. J'ai plus de considération pour les chiens et les chats que pour les rats et les souris. Même si, expérimentalement, sur les rats et les souris, on a le droit d'être prudent. Hein. Le bien-être, c'est une question légitime. J'ai plus de considération pour les rats et les souris que pour les moustiques. Et je vais vous dire, j'ai même frappé des moustiques, cueilli une rose et cueilli de la salade. C'est-à-dire que j'ai cultivé de la salade pour la tuer et la manger. Oui, je suis spéciste, j'ai un mépris pour la salade. Ne me traitez pas de cannibale, s'il vous plaît. Pour aller dans votre sens aussi par rapport à ce qui se passe dans le comté, puisqu'on parlait du comté tout à l'heure, on parle d'importer de la paille dans le comté, mais il y a aussi une autre méthodologie qui est pratiquée par quelqu'un qui est dans la salle, qui est en train de lever la main d'ailleurs, qui passe par l'intermédiaire des arbres. Est-ce que tu voudrais en parler justement de ce qui se passe dans les salles de traite où on peut mettre du bois? Non, je reviens sur ce que disait Monsieur Dufumier sur l'élevage. Enfin, je suis tout à fait d'accord. Hein. Il faut quand même bien se mettre dans la tête que beaucoup d'élevage dans le monde est fait sur des zones où on ne peut pas faire autre chose. C'est quand même d'une importance capitale. Hein. On fait de l'élevage jusque dans le cercle polaire, sous les zones désertiques, parce qu'on ne peut rien faire d'autre. Chez nous, on dit la protéine, on pourrait essayer d'en faire avec des insectes, avec des champignons, des choses comme ça. Les insectes nécessitent beaucoup de chaleur. On n'en a pas toute l'année de la chaleur, donc on peut faire des insectes en été, d'accord, pas en hiver. L'élevage, on peut. En France, la chance de pouvoir élever des animaux toute l'année. Le blé, peut-être que dans quelques années, on va arriver sur une impasse. Voilà. Donc l'élevage reste quand même important. Je ne dis pas qu'il faut augmenter, non, au contraire. Diminuons la quantité de viande mangée, mangeons de meilleure qualité, mettons en coopération l'agriculture de céréales et l'agriculture d'élevage, parce qu'aujourd'hui c'est complètement scindé et c'est grave. Il faut les remettre ensemble et on va réapporter des solutions. Et ça fait de nombreuses années qu'on étudie la capacité enfin, la valeur de l'élevage de chameaux dans des pays où aujourd'hui il n'existe pas. Ah ben, si on demandait aux éleveurs peuls avec leurs dromadaires ou les éleveurs mongols avec leurs chameaux de Bactriane de devenir végétaliens, vous les tuez tous. Tous. Et il est hors de question de faire de l'agriculture sur ces régions-là. Donc c'est clair. C'est un petit peu ce que je voulais ajouter aussi, c'est qu'en fait, il y a autant de biodiversité chez les gens que chez les animaux, les plantes et les sols, même peut-être encore plus, et qu'il n'y a pas une norme pour dire il faut manger tant de grammes par personne et par jour ou par semaine. Il y a des gens qui sont beaucoup mieux végétariens, il y a des gens qui sont mangeurs de viande parce que leur groupe sanguin ou autre chose fait qu'ils ont plus besoin de viande que d'autres et qu'ils en pâtissent moins que ceux qui ont des AVC. Donc il faut se garder, je dirais, de tout dogmatisme là-dessus, mais vraisemblablement, on avait quand même des centaines de milliers d'années d'évolution comme omnivore. Et on est monogastrique, et donc on n'est pas ni complètement herbivore, ni complètement viande. Mais c'est plutôt à chaque personne de trouver son équilibre là-dedans. Sans négliger la notion de commensalisme, c'est-à-dire le fait que des espèces coévoluent ensemble. Je pense que l'on va
arrêter là, parce qu'on est quand même tous un peu fatigués. Juste après, nous avons la diffusion du film Le Chant des coquelicots, en présence de Chantal Notté, la réalisatrice. Je vais avoir oublié leur prénom, c'est pas possible. De Michel Leclerc et de Sophie Caillot, qui sont des personnes qui sont présentes dans le film. Michel Leclerc, c'est son histoire, la façon dont son exploitation a été convertie en bio. Sophie Caillot, qui a été vraiment l'impulsion pour créer une ceinture alimentaire autour de la ville de Tournai, en Belgique. Et je vous invite très, très, très vivement à venir à cette diffusion et à profiter de leur présence. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Et merci aux intervenants.